Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Palais du Travail de la ville de Villeurbanne, place Lazare-Goujon, juste à côté de l'hôtel de ville, au cœur de cette ville de Villeurbanne qui nous accueille ce soir, qui accueille ce premier débat de la semaine de la mobilité, la marchabilité ou comment favoriser la marche pour tous en ville. Lors de la session Facebook Live qu'on vient de conclure, nous avons vu notamment que la marche à pied représentait 45% des déplacements dans Villeurbanne. C'est une notion dont on va reparler. Comment l'augmenter encore? C'est aussi une question de santé publique. Pour cette conférence qui suit cette session Facebook Live, cette conférence est retransmise en direct également sur Facebook, mais sans le côté interactif qu'on pouvait avoir tout à l'heure avec les jeux de questions-réponses. Cette conférence est assurée ce soir par Sonia Lavadigno, qui est experte en mobilité urbaine, Johanna Ungureanu, qui est consultante en santé publique, Agnès Touvenot, adjointe à la ville de Villeurbanne, adjointe à la santé, et bien sûr Didier Vuillerme, adjoint au déplacement urbain. Je vous souhaite une excellente conférence. Il y aura des questions et des réponses entre la salle et le public à la fin. Ça dure à peu près 1h15. Je vous souhaite donc une excellente conférence et je laisse la parole à Agnès Touvenot, adjointe à la santé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en effet à cette conférence sur la marchabilité, sur la question de la mobilité dans la ville. C'est une question qui est extrêmement transversale et qui touche finalement toute la fabrique de la ville, toutes les politiques publiques que nous pouvons conduire aujourd'hui dans une municipalité. Bien sûr, les questions de développement durable, les questions de transport, mais aussi, je pense aux questions éducatives, parce que la place des enfants dans la ville, on fabrique une ville où les enfants ont peu de place, et c'est important de se questionner aussi sur ce sujet-là. C'est aussi lié à la question, aux politiques liées aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Là aussi, il faut interroger ces registres de politique publique. C'est aussi lié aux politiques d'emploi, parce que bon, alors quand on a la chance d'habiter très près, on peut aller au travail à pied, mais bien souvent, il faut prendre des moyens de transport. Et là, il faut s'interroger aussi comment est-ce qu'on accède à son emploi. C'est aussi des politiques de ressources humaines, et je salue Dominique Balanche, qui est adjointe à la ville en charge de ces questions-là. En tout cas, c'est des sujets qui sont extrêmement diverses et elles sont extrêmement complexes parce qu'on est tour à tour finalement piétons, automobilistes, parfois cyclistes, et que les usages des autres ont tendance à fortement nous agacer quand on est dans la peau de l'autre usager. Et donc, c'est comment est-ce qu'on pense la ville dans sa complexité. Juste en introduction, j'aimerais vous partager 3 registres de questionnement qu'on essaye de travailler à la ville. Sur lesquels on n'a pas de réponse, mais sur lesquels, voilà, je voudrais vous poser ces questions, qu'on les partage ensemble. La première, c'est la question que la condition urbaine aujourd'hui, notre manière de vivre en ville aujourd'hui, on est vraiment dans une ville des flux. Ça passe de partout, on est relié à des aéroports internationaux, on est relié à des gares qui nous permettent de se transporter en région urbaine, périurbaine, internationale, nationale. Ça concerne aussi beaucoup les marchandises qui arrivent dans nos villes. Et comment est-ce qu'on construit des infrastructures urbaines qui pensent des villes qui soient plus respirables, notamment sur la question des marchandises. La question est largement ouverte. Le deuxième sujet, c'est que l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, ce sont bien sûr des droits fondamentaux, mais pour qu'ils puissent devenir effectifs, il faut pouvoir y avoir accès. Alors on y va à pied, on y va en bus, à vélo, à cheval, mais en tout cas il faut pouvoir y aller. Et aujourd'hui les moyens pour y accéder, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous égaux pour y accéder dans la ville. Quand on habite dans certains quartiers, notamment dans certains quartiers excentrés du centre-ville, si on prend l'exemple de Saint-Jean, mais prendre 2 bus pour arriver à la bibliothèque, c'est plus compliqué que quand on habite au gratte-ciel et qu'on a 300 mètres à faire pour aller à la bibliothèque. Et c'est comment est-ce que on réfléchit à faire dans une logique d'universalisme proportionné, comment est-ce qu'on arrive à faire peut-être plus pour ceux qui ont moins. On a aussi la question de nos services de transport en commun qui sont faits pour la grosse maille urbaine, c'est extrêmement important. Hein, les arrêts de métro, ils peuvent pas s'arrêter toutes les 50 mètres, sinon ça sert à rien. Les bus, c'est pareil. En revanche, on voit bien que donc on a un arrêt de bus et puis pour se rendre à notre lieu de destination, on va marcher. Puis parfois, on peut pas marcher. Parfois, on est en situation de fragilité. Alors, c'est parce que on est en situation de handicap, on est vieillissant,
mais aussi on peut juste avoir un énorme ventre et accoucher la semaine prochaine et c'est compliqué de marcher, ou on peut avoir une marmaille et qu'il faut tirer une poussette et c'est compliqué. Et c'est comment est-ce qu'on pense cette ville-là, qui certes pense la marche, mais qui pense aussi quand on peut pas marcher, ou en tout cas quand la marche est plus difficile. Et puis, le troisième registre, c'est la question de la santé publique. Et puis, Johanna Ungareanu va y revenir, mais il faut bouger, parce qu'on voit bien qu'on bouge pas assez, que c'est des enjeux de santé publique extrêmement importants. Mais c'est quoi les conditions qui rendent cet effort physique acceptable ? Est-ce que marcher le long d'un axe de très grande circulation qui fait qu'en fait on a trop de bruit, trop de pollution, on marche pas, c'est pas agréable. Comment est-ce que notre espace public aussi, qui est beaucoup trop morcelé, on voit bien quand on est cycliste, par exemple, on a parfois des pistes cyclables qui s'arrêtent au mieux sur une chaussée à gros trafic, parfois même sur un pot de fleurs. Voilà, comment est-ce qu'on pense en fait la ville dans toute sa passerelle, dans toute sa transversalité, pour pouvoir permettre une marche qui soit agréable, en tout cas des déplacements qui soient agréables dans la ville. Et puis, comment est-ce que aussi l'injonction à bouger, bouger, c'est bon pour la santé, eh bien, c'est des injonctions de santé publique qui prennent en compte nos différences de situation de vie, nos différences de conditions de vie. Quand on est âgé, quand on habite loin, on peut pas forcément marcher. Et là, voilà, comment est-ce qu'on s'interroge là-dessus ? Parce que cette injonction, elle peut être très contre-productive. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à penser la marche dans la ville. Certes, pour tous, les aménagements urbains, ils sont extrêmement importants. Mais comment est-ce qu'on pense nos vies qui sont extrêmement diverses dans le développement de la ville ? Voilà, je pense qu'on va en tout cas essayer de questionner en tout cas ces grands registres. Je passe la parole à Sonia Lavadino, pour ce premier exposé. Je vous remercie de cette invitation. C'est avec grand plaisir que je viens à Villeurbanne, dont je connais essentiellement cette place sur laquelle nous sommes aujourd'hui, que je garde en mémoire pour l'avoir vue 2 fois où je suis venue dîner dans le secteur et je l'ai toujours vue pleine de monde et je trouve que c'est un bel exemple finalement de cette ville vivante que nous recherchons. Alors je démarre en mettant l'accent sur 2 petits chiffres dont certains d'entre nous sont déjà peut-être conscients, mais d'autres, vous les avez peut-être pas en tête. Ces 2 chiffres placent la discussion sur l'attractivité d'une ville et la ville marchable, certes, mais pourquoi faire? Et la raison principale n'est pas tant pour nous permettre de mettre un pied devant l'autre, mais pour faire éclore d'autres villes, 5 villes pour être précis, dont je vais parler tout de suite après. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est important, c'est parce que nous avons finalement plein de villes dans lesquelles nous pourrions vivre, plein de villes dans lesquelles nous pourrions travailler, plein de villes dans lesquelles nous pouvons nous déplacer pour nos loisirs, pour nos achats. Et comment choisit-on? Et il faut être conscient que de plus en plus, notre temps est compté. Compté au sens, et c'est là que ces 2 chiffres interviennent, à la naissance, si vous vivez environ 80 ans, ces 2 chiffres représentent en fait votre trésor de guerre, votre, on va dire, votre capital. 30 000 jours, c'est le nombre de jours que nous vivons, et 4 000 week-ends, c'est le nombre de week-ends que nous avons à disposition à la naissance, quand vous étiez bébé. Il va sans dire donc, moi-même qui ai déjà quelques cheveux blancs, je n'ai plus du tout 4 000 jours à disposition. Il me reste environ, j'ai fait le calcul, si je mourrais statistiquement à 80 ans, il me reste environ 1500 week-ends. Alors, dans ces conditions, évidemment, la question de où je vais passer mes week-ends, où je vais passer mon samedi, où je vais passer mon dimanche, la question de où je vais habiter, la question de où je vais travailler, la question de même, est-ce que je ne devrais pas un peu inverser la donne et utiliser un peu plus de mes 30 000 jours pour devenir des week-ends? Non, parce que là, tout d'un coup, je me dis 4 000, c'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, cette question devient hyper importante. Et donc, par rapport à cette question, les villes ont aujourd'hui un vrai défi, c'est qu'elles doivent devenir très attractives pour finalement arriver à capter le plus de jours possible de nous tous qui sommes là. Hein. Parce que vous pourriez décider du jour au lendemain, si j'ose dire, que finalement, vous voudriez plutôt investir le reste de vos week-ends et le reste de vos jours ailleurs. Donc, cette question
devient super importante en termes d'attractivité. Est-ce que la ville est attractive? Il y a donc 5 stratégies, 5 types de villes, si vous voulez, pour ce 21e siècle, dans lesquelles nous pourrions travailler. La première, évidemment, peut-être la plus évidente, mais aussi la moins réussie, je dois dire généralement, par rapport à la ville des flux dont on parlait avant, c'est la ville de la rencontre. J'ai l'impression que pendant tout le XXe siècle, ce qu'on a su très bien faire, c'est de nous faire tourner en rond. Ah, ça, pour tourner en rond, on tourne en rond, en train, en tram, à vélo, même à pied. On passe beaucoup de temps en transit, hein, quand même jusqu'à 2 heures par jour, voire 3 dans certaines grandes agglomérations. Et finalement, tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, la vraie raison d'existence d'une ville, avant tout, c'est pour que les gens puissent se rencontrer. C'est pour qu'il y ait des possibilités de séjour, des possibilités justement de sociabiliser, de rencontrer vos voisins, passer du temps avec votre famille, à la fois justement dehors et dedans, bien entendu, mais aussi beaucoup dehors. Et c'est quand même la spécialité d'une ville, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle puisse mettre beaucoup de gens au même endroit. Et je commence par un exemple d'Hambourg où on voit cette possibilité d'éclore, cette ville de la rencontre. Et alors, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'en fait, il s'agit d'un parking. Ça n'a pas l'air comme ça, n'est-ce pas? Vous auriez pu penser que c'était une place centrale, que c'était un lieu vraiment d'intensité urbaine. C'est le cas, bien entendu. On voit bien un endroit de séjour, un endroit de rencontre, un endroit où les gens se donnent rendez-vous. C'est une des portes de la ville. Hein. On voit là le pont qui mène à la nouvelle ville qui est en train d'être construite à Hafen City. Et puis, vous voyez comment les principes de la ville lisse sont à l'œuvre, avec une grande perméabilité. Donc, les voitures sont en dessous, en l'occurrence, elles sont garées en dessous, et puis on offre, disons, cet espace public avec cette possibilité pour les automobilistes de, dès le premier pas, se détendre, dès le premier pas, s'asseoir, dès le premier pas, en dehors de la voiture, en dehors de leur volant, pouvoir renouer avec ce que la ville a à nous offrir de plus beau, qui est la rencontre. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Si vous réfléchissez tous aux expériences que vous avez en sortant aujourd'hui des parkings en ouvrage, des parkings urbains, alors c'est peut-être pas le cas à Lyon, parce que je dois dire, Lyon Parc Auto fait un vrai effort et on a des très beaux parkings à Lyon, mais vous l'avez sans doute vécu dans d'autres villes. Généralement, ce sont les endroits les plus moches, les endroits les plus désagréables, qui ne donnent vraiment pas envie de marcher. Alors que pourtant, c'est justement quand vous sortez de derrière votre volant que vous auriez envie qu'enfin on vous convainque que ça vaut la peine d'être dehors. Hein. Et donc ça, je trouve qu'ici est fait avec beaucoup de doigté à Hambourg. Et vous voyez aussi à quel point il n'y a pas de barrière. Hein. Tout ça circule. Vous avez les poussettes, vous avez les vélos. Tout ça est sur le même espace. Simplement, l'espace est assez large, assez confortable pour que la ville lisse puisse se déployer. Et on a ce mélange de transit et de séjour. Et j'insiste là-dessus parce qu'une des erreurs communes qu'on a, c'est qu'on planifie uniquement pour marcher. Or, la ville marchable, ce n'est absolument pas marcher. J'ai marché depuis la Pardieu jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème à mettre un pied devant l'autre. En revanche, je me suis beaucoup ennuyée. Il y a eu des moments où j'ai trouvé que vraiment ça valait pas la peine. Il y a eu des moments qui étaient sympathiques parce que j'ai quand même croisé 2-3 arbres, 2-3 places, mais beaucoup de moments finalement sont des moments où on n'est pas spécialement heureux de mettre un pied devant l'autre. Et c'est la question passe beaucoup par le séjour et par cet équilibre transit-séjour que beaucoup de villes réussissent bien et que beaucoup de villes, malheureusement, beaucoup plus de villes, je dirais, réussissent mal. L'autre ville, deuxième ville, donc il y en a 5 au total que je vais évoquer, c'est la ville créative. La ville créative est cette ville qui est aujourd'hui beaucoup recherchée, lié au fait aussi que notre économie est en train d'évoluer vers une économie plus expérientielle. Et là, je vais parler de la ville de Saint-Gall, qui est une petite ville suisse qui est au bord du lac de Constance, donc tout à fait à l'autre bout presque en Autriche. Et c'est une ville universitaire, elle a beaucoup d'étudiants, et c'est une ville qui est connue pour son patrimoine UNESCO parce qu'elle a un ancien monastère qui est classé et beaucoup de gens viennent visiter, mais elle a aussi des espaces publics plus modernes, dont celui dont je vais parler là maintenant, qui est la Stadtlounge de Saint-Gall, qui a comme particularité d'être une zone de rencontre, donc une zone à 20 km/h, dans laquelle il y a beaucoup de partage de l'espace, qui est en fait une zone qui a été conçue par une artiste suisse, Pippi Lottie Rist,
Et c'est intéressant de voir cette démarche artistique. Nous en avons déjà un petit peu parlé lors du Facebook Live. Vous voyez ici, par exemple, le parti pris de l'artiste pour créer du stationnement. Il ne s'agit pas de donner de l'espace à des voitures et de l'espace à des piétons. Il s'agit de donner du temps. Quand la voiture est garée, ça devient un parking. Quand la voiture part, c'est de l'espace public. Et ça, c'est une façon très élégante de résoudre la question du partage de l'espace, finalement, par une assignation temporelle des usages. Quand il y a usage, ça devient quelque chose. Quand il n'y a pas usage, ça devient autre chose. On voit un traitement très qualitatif. Vous voyez ici l'entrée du parking avec tout de suite des espaces où on peut se poser, où on peut pique-niquer, vu d'un autre angle. Hein. Donc vous voyez comment les gens, finalement, je reviens à ce que je disais avant, dès que vous sortez de derrière votre volant, vous êtes tout de suite avec les gens, vous êtes tout de suite dans la ville. Ici, la transition entre cette zone et puis des rues, entre guillemets, plus normales. Et vous voyez comment tout ça fonctionne d'une manière assez fluide. Alors après, on peut aimer le rouge ou pas, c'est pas la question des goûts et des couleurs, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette zone où c'est autorisé de rouler à 20, les gens roulent spontanément à 10 à l'heure. Non pas parce qu'un panneau les y oblige, puisqu'au contraire, le panneau les laisse rouler plus vite, mais parce que ça donne pas envie de rouler plus vite, parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent, tellement d'ambiance dans cet espace qui est dit un salon urbain, hein, vraiment, que du coup, l'ambiance, elle est là, et du coup, ça justifie finalement de nous-mêmes, on lève le pied. Hein. La troisième ville, c'est la ville du dehors, cette ville active, la ville du corps en mouvement, et il y a beaucoup de choses que les gens aiment faire dehors, bien sûr, je liste pas, mais vous imaginez bien, moi en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup boire et manger, j'aime beaucoup pouvoir courir, j'aime beaucoup rencontrer des amis dehors, faire la sieste, c'est mon rêve, généralement, malheureusement, beaucoup de villes, je travaille dans beaucoup de villes, je vais toujours visiter les parcs pour voir s'ils font comme à Vienne, où ils ont installé des hamacs dans les parcs, j'adore, mais c'est quelque chose que malheureusement, pour l'instant, je n'ai vu qu'à Vienne, donc je suis toujours un peu déçu quand je vais dans d'autres villes, mais en tout cas, c'est intéressant de voir toutes ces choses qu'on peut faire, y compris travailler. Vous voyez ici, par exemple, ce design de bancs installés dans les parcs. C'est d'ailleurs un designer suisse qui les a créés, qui donc permettent simplement de pouvoir justement travailler en plein air, ce qui est aussi une vraie demande aujourd'hui. Et en parlant de parc, justement, je travaille avec Nancy pour mettre en place ce nouveau concept que j'ai développé récemment pour la ville de Paris mais que du coup j'exporte, si je peux dire, y compris la ville de Montréal en ce moment s'est saisie du concept et ils veulent lancer ça pour sans doute l'année prochaine. La question de la deuxième peau des parcs. Donc vous avez par exemple ici, donc vous voyez les parcs à Nancy, il y en a un certain nombre, quand même assez nombreux. Aujourd'hui, ces parcs sont très agréables évidemment quand on est dans le parc, mais souvent, vous l'avez sans doute déjà expérimenté vous-même, c'est assez désagréable une fois qu'on a passé 2 bonnes heures dans le parc avec son enfant et qu'on joue ou qu'on s'est détendu avec notre vieille mère et qu'on était bien, on a fait un pique-nique, ça s'est bien passé. Je pense par exemple ici aux Berges du Rhône ou au parc de la Tête d'Or, mais ça c'est super. Mais dès qu'on sort du parc, oh là, quelle catastrophe! Et l'effet de contraste nous fait ressentir encore plus fort cette difficulté à re-rentrer dans la ville des flux, dans cette ville des conflits, dans cette ville où ça va vite et où ça se passe pas toujours très bien. Et on sait, là je donne une perche à ma collègue sur la question de la santé publique, puisque les études ont pu démontrer très clairement que quand vous habitez à moins de 10 minutes d'un parc, vous êtes beaucoup plus actif. Il y a un vrai effet de la proximité des parcs sur le comportement quotidien des publics, et notamment des publics jeunes et des seniors qui pratiquent finalement le parc au fil de l'année, et ça les rend plus actifs sur le total de l'année. Donc la proposition que je fais, c'est celle de créer des deuxièmes pots. Et les deuxièmes pots sont un concept. Ici, on voit qu'est-ce que ça pourrait donner si le politique osait prendre cette disposition qui consiste à dire autour des parcs, dans la peau immédiate des parcs, je crée des zones de rencontre ou des zones à priorité piétonne ou des zones à 30 même. Hein, ça, c'est égal un peu le régime, mais ce qui est important, c'est qu'on
repense systématiquement le partage de l'espace dans cette deuxième peau du parc, ce qui permet, comme on le voit ici à Nancy, de tout à coup vraiment couvrir une bonne partie de la ville finalement dans un espace apaisé, tout en profitant mieux du capital qui nous a été légué par nos ancêtres au 19e, au 18e, qui ont eu le courage, qui était à l'époque un grand courage, hein, de léguer des kilomètres et des kilomètres de parcs. On s'en aperçoit pas toujours, hein, mais si vous y réfléchissez, au XXe siècle, on a créé très peu de parcs parce qu'on peut simplement vivre sur un héritage qui est d'il y a 2 siècles. Mais en même temps, vous voyez la grande différence. Je repasse juste pour que vous vous rendiez compte de la différence, hein. Là, on a un réseau qui est bien, mais voilà, qui n'est quand même pas cette capacité de capter tous les habitants, y compris les habitants les plus sédentaires, simplement en agissant à 5 minutes, à 10 minutes, en allant les capter là où ils sont. Donc la ville du dehors, c'est vraiment la ville du futur. C'est une ville qu'on sait aujourd'hui aussi qu'elle a une importance très forte en termes d'attractivité économique. Les entreprises aujourd'hui recherchent des villes dans lesquelles leurs employés peuvent se sentir bien, peuvent vraiment bouger, peuvent courir à midi, peuvent sortir le soir après l'apéro ou en allant justement à vélo, en trottinette, en solo wheel et que sais-je au travail. Donc ça, c'est une ville qui va devenir de plus en plus importante économiquement parlant et bien sûr, tous les habitants peuvent y gagner. La troisième ville, c'est une ville dont vous avez parlé et je pense qu'elle est hyper essentielle parce qu'en fait, c'est la ville du futur. Il ne faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et si vous voulez les convaincre à habiter dans votre ville, la question de est-ce que cette ville, elle est accueillante pour les enfants, ça devient une vraie question. J'ai eu l'occasion au mois de mai de passer du temps à Montréal où ils ont tout un programme justement pour encourager, disons, les enfants à beaucoup plus s'approprier la rue. Ici, on voit par exemple les abords d'une station de métro traitée entièrement en ville lisse, complètement revégétalisée, avec la création de petites places de manière systématique aux abords de la station, mais aussi un traitement beaucoup plus facile des traversées, y compris pas forcément la traversée la plus proche, mais d'autres traversées. On voit aussi du coup à quel point c'est facile, le petit enfant en trottinette, de prendre ces habitudes. Ces habitudes, elles se prennent petit. C'est petit qu'il faut qu'on puisse apprendre à marcher, apprendre à faire de la trottinette, apprendre à faire du vélo, à pouvoir, et c'est peut-être la grande différence finalement entre les pays où la mobilité active est la plus présente, hein. Je pense aux pays du nord de l'Europe, je pense justement à des villes comme on a beaucoup en Suisse, etc. La grande différence que j'y vois, c'est que on ne planifie pas le vélo pour des adultes, on planifie le vélo pour les enfants. On ne planifie pas des espaces publics pour les travailleurs, on le fait pour les familles. On ne planifie pas, tout est fait en fait avec les poussettes en tête, avec les petits-enfants en tête. Tout est fait pour qu'un enfant de 4 ans puisse utiliser la ville et qu'il s'en sorte bien et qu'il soit bien dans la ville. Ici, un autre exemple plutôt dans le downtown, hein, et c'est pas parce qu'on est dans les quartiers d'affaires qu'on ne peut pas faire en sorte que ce soit facile aussi pour les enfants. J'attire votre attention sur le fait que les enfants ne sont pas une espèce exotique qui doit rester cantonnée uniquement aux abords des écoles et uniquement sur les places de jeu. Les enfants font partie du tissu de la ville et ils doivent être partout, y compris au centre-ville, y compris dans les rues commerçantes, y compris évidemment dans les parcs, partout finalement, y compris vers les entreprises, parce que il y a aussi des parents qui travaillent évidemment dans ces entreprises et qui aimeraient peut-être que ces enfants puissent de temps en temps venir les rejoindre au travail. Et c'est important que la ville soit accueillante partout dans cet esprit. Une autre approche que j'ai beaucoup aimée à Montréal, c'est la question des ruelles vertes. J'ai beaucoup aimé cette idée. En fait, ils utilisent toutes les petites rues. Il les végétalise très fortement, comme vous voyez ici. Je vais tenter de passer cette petite vidéo il n'y a pas besoin de son, c'est juste pour comprendre un peu le principe, hein. Donc, le début de la rue est systématiquement reverdi avec des entrées très végétalisées, très vertes, pour marquer
cette idée que c'est un endroit où il faut plutôt ralentir. Vous voyez que c'est une zone 30. Ça, c'est classique et on sait faire. Mais c'est vrai que chez nous, et notamment en France, on a très tendance à rester minéral. Alors que quand on sait que la végétalisation a un effet direct qui peut aller jusqu'à moins 8 km sur la manière dont vous appuyez ou pas sur le champignon, hein, eh ben, on pourrait plus se motiver finalement à planter de manière stratégique dans les entrées de ces rues et notamment aussi de ces ruelles qui, elles, sont plutôt des plus petites rues, même parfois des traboules, hein, qui relient les quartiers les uns aux autres et du coup, c'est évidemment beaucoup plus agréable. On l'a déjà dit tout à l'heure à cause des îlots de chaleur, mais de manière plus globale, c'est clair que de créer des réseaux où les enfants peuvent bouger de manière libre, ce sera toujours un gain pour le futur de la ville. Et c'est le cas justement à Sion. Alors Sion, capitale du Valais en Suisse, hein, qui donne accès à toutes les grandes stations de ski. C'est une ville qui était auparavant le fief de la voiture, hein, très clairement. Les gens étaient toujours en voiture pour faire même 100 mètres, ils étaient en voiture, et qui a connu une grande mue depuis maintenant 2003, donc ça fait maintenant 15 ans, et entre autres avec l'installation, notamment ici, par exemple, à l'entrée de la ville, en sortie directe du parking qui permet d'accéder au centre-ville et à tous les commerces du centre-ville, l'un des grands parkings de la ville. Vous voyez ici cet aménagement de la place des Remparts qui marche très très bien, dans lequel le marchand de glace de cette place est heureux comme tout parce qu'il fait un chiffre d'affaires démentiel, parce que c'est une des places les plus fréquentées, à la demande des habitants, parce que c'était suite à la transformation en zone de rencontre de la place du Midi, qui est un peu plus loin et qui est la place centrale de Sion, que ces habitants-là hein, et les commerçants de ces places sont venus toc 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 à la mairie pour dire nous aussi on veut ce type de traitement parce que c'est vraiment plus agréable pour les gens. Vous voyez les automobilistes, les voilà, qui donc sortent de leur voiture et utilisent aussi cette place. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas les mamans d'un côté à poussette et les automobilistes de l'autre, comme on a trop souvent tendance à faire, où on parque les habitants d'un côté et les transitants de l'autre côté. Je pense que c'est pas la bonne approche. Il faut vraiment qu'on soit dans une logique métropolitaine dans laquelle les gens qui viennent de l'extérieur sont, comme vous aussi, des personnes qui vont utiliser l'espace et habiter dans cet espace. Et puis, plutôt que des potelets ou des chicanes, vous voyez comment on traite ça à Sion, avec une logique où on met les cafés au milieu de la rue, et puis advienne que pourra. Hein. Et puis, on est dans une logique où, effectivement, du coup, les véhicules ont tendance à vraiment beaucoup ralentir, puisqu'ils sont en fait finalement mélangés, si j'ose dire, aux terrasses de café, aux tables et aux gens qui boivent des cafés, quoi. Donc il y a un moment où évidemment vous vous dites, je vais quand même pas continuer à accélérer comme un dingue, alors que je suis au milieu des gens. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que tout ça se fait naturellement, bien entendu. C'est pas qu'on vous a dit, d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a aucun panneau, et on est dans une ville complètement lisse, dans laquelle on a donc récupéré tout l'espace, y compris pour les commerces, et bien entendu, les commerces se portent beaucoup mieux depuis, et ont des chiffres d'affaires qui sont vraiment excellents. Et c'est quelque chose qui a vraiment redynamisé Sion d'une manière assez phénoménale. Une ville qui a gagné beaucoup de prix depuis le début de ses opérations et qui évidemment aujourd'hui a aussi beaucoup plus étendu le périmètre au-delà du centre-ville, bien entendu. Mais donc pour vous dire qu'ici nous sommes justement non pas dans le centre, mais dans la deuxième peau du centre. Généralement, c'est pas tant le centre qui a besoin d'être traité. Le centre marche bien, il y a toujours du monde. D'ailleurs, ici, sur votre place, là, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens. Le problème n'est pas là, et c'est pas là qu'il faut investir de l'argent, c'est plutôt dans les deuxièmes pots. C'est plutôt comme un œuf au plat. Le jaune, ça va très bien, mais il faut investir dans le blanc pour que le blanc devienne plus fort, qu'il soit plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on peut pas faire d'omelette. On peut pas faire d'omelette qu'avec du jaune. Vous voyez? Donc, il faut vraiment investir dans cet œuf au plat. Pontevedra, c'est une ville que j'aime beaucoup aussi en Espagne. Là, c'est une ville qui aujourd'hui d'ailleurs s'appelle Ciudad de los Niños, la ville pour les enfants. Donc, elle est typiquement dans cette approche family friendly que nous avons discuté auparavant. C'est une ville qui a osé choisir de ne pas avoir de transport public du tout. Eux, c'est pas une petite ville, hein, 80 000 habitants quand même. Et ils ont choisi d'investir tous les millions qu'ils auraient normalement investis dans des transports publics, ils ont choisi d'investir dans la marche et le vélo, dans des espaces publics de très haute qualité.
Comme on peut voir ici, par exemple, une des entrées de la ville. Même quand il pleut là-bas, c'est agréable de marcher parce que c'est vraiment très confortable. Ils ont beaucoup investi dans des ponts pour les piétons et les vélos, dans des absorptions des coupures urbaines. Il y a tout un lien très important entre la gare et le centre-ville, qui est quand même à 23 minutes. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois. J'y étais pour un congrès, donc on utilisait la gare tous les jours. Donc c'est un endroit qui est très, très agréable et dans lequel c'est très impressionnant. En fait, au début, quand vous baladez dans les rues de Pontevedra, vous comprenez pas bien qu'est-ce qui est différent. Et au bout d'un moment, vous comprenez qu'il n'y a pas de bruit. C'est tellement agréable. Une ville entière où il y a vraiment très, très peu de bruit. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont une politique très forte sur la question du stationnement. Toute la ville, vous pouvez accéder quand vous avez besoin, par exemple, pour un déménagement, pour aller chercher votre vieille mère, pour déposer vos courses, mais vous ne pouvez pas stationner. Le stationnement se fait à l'extérieur de la ville, sur des parkings qui sont des grands parkings gratuits, qui sont liés aussi à des grandes infrastructures, style le parking de l'université, le parking du Palais des Sports et des choses comme ça. Ces parkings sont à 10-15 minutes à pied du centre-ville selon où ils sont situés. La ville est entièrement en régime 30 et il n'y a aucun stationnement en ville. Aucun, zéro. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez radical et qu'on n'a pas l'habitude, mais qui fonctionne extrêmement bien. Il y a quelques parkings en ouvrage. Là, on voit l'entrée d'un de ces parkings en question. Et les rues sont des rues extrêmement apaisées, généralement, comme je vous dis, toujours dans ce régime à 30. Ce qui est impressionnant à Pontevedra, c'est à quel point les enfants sont libres de bouger et être vraiment en train de jouer au milieu de les rues, justement, puisqu'il y a vraiment très, 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 très peu de trafic. Et du coup, là aussi, la vitalité commerciale est très forte, les parents sont très détendus. Ils ont mis en place quelque chose que je trouve particulièrement intelligent. C'était un accord avec les commerçants pour que les commerçants deviennent les anges gardiens des enfants qui vont à l'école à pied. Et c'est une des villes en Europe qui a le plus fort taux d'autonomie des enfants qui vont à l'école seuls à pied à 7 ans. Chez eux, ce taux, il est de 2/3, alors que chez nous, je sais pas, ils frisent même pas les 20% à mon avis. Tout seul, hein, tout seul. Et donc, donc justement, entre autres, alors il y a plusieurs mesures, hein, évidemment, il y a des patrouilleurs scolaires qui aident dans les traversées. Il y a le fait qu'ils ont des feux que je trouve très marrant. Le feu, il est un peu inversé par rapport à la manière dont nous, on a l'habitude. Le feu est toujours vert pour les piétons et il ne devient rouge que quand il y a des voitures. Ça, je trouve que c'est une approche qui est assez marrante, qui est un peu différente de celle qu'on a nous, où on est toujours dans l'idée qu'il faut donner des petites phases vertes pour les piétons, alors qu'eux, au contraire, par défaut, c'est vert. Et il n'y a que quand il y a beaucoup de voitures qui commencent à s'accumuler, qui laissent passer quelques voitures, à ce moment-là, le feu clignote pour dire aux piétons, arrêtez-vous maintenant un tout petit peu et laissez passer 2-3 voitures, et après, on vous laissera passer. C'est aussi une ville, comme je vous dis, dans laquelle vraiment les enfants marchent beaucoup seuls, loin de leurs parents. Hein. Vous voyez ici, par exemple, cet enfant était vraiment, ses parents étaient presque 200 mètres à l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de villes dans lesquelles on peut avoir cette autonomie-là. Mais je vous rappelle que des études de nos collègues montréalais ont montré que, au début des années 50, un enfant de 10 ans pouvait rayonner sur 5 km autour de chez lui, et aujourd'hui c'est 500 mètres, même pas. Hein, et donc on voit bien qu'on a beaucoup perdu en autonomie et on a beaucoup perdu du coup évidemment dans la capacité à bouger. Donc c'est une ville qui est vraiment intéressante, ce qui m'amène à vous dire qu'il y a plusieurs manières de faire. Les Espagnols ont beaucoup travaillé sur cette question, les superconnecteurs, la possibilité, vous voyez ici par exemple, que finalement dans ce genre d'environnement, ici à Bilbao, hein, quand on est sur la chaussée, on se dit, mais j'ai raté un coche, quelque chose n'est pas bien. Pourquoi je suis en voiture? Parce que, in fine, c'est beaucoup plus confortable de marcher et de faire du vélo. Mais c'est pas ça qu'on nous offre en France, généralement. Ce qu'on nous offre en France, c'est des tout petits espaces, avec très peu de confort. Hein. Et donc, il faut vraiment changer la donne sur la manière dont on veut, si on veut être crédible. Il y a vraiment, disons, une certaine ambition à mettre en place. Et là, on est en périphérie, hein. C'est à Baracaldo, c'est à 15 km du centre-ville de Bilbao. Je ne vous parle pas du tout d'un truc qui est au centre-ville. Hein. Donc, juste aussi pour bien préciser que les périphéries aussi méritent, il n'y a pas de raison de seulement travailler les centres.
Mais ça, j'étais contente de l'entendre dans le Facebook Live, vous faisiez du vrai travail là-dessus. L'autre brique que je trouve très importante, c'est la question des bandes ludiques. Je reviens aux enfants parce que c'est un élément essentiel pour vraiment faire marcher dès le plus jeune âge, faire marcher aussi les parents, parce qu'évidemment, ils sont aussi avec les enfants, donc du coup, tout le monde marche, donc c'est génial. Et là, Nice a fait du bon travail, avec notamment la promenade du Paillon, hein, qui relie le bord de la mer au quartier des spectacles. C'est une jolie promenade sur 2-3 kilomètres qui traverse plusieurs parcs. Et là, on a cette grande bande ludique avec ce qu'ils appellent le Festival des mondes marins, où vous avez des très grands jeux, mais des très grands. Hein. La baleine, elle est en taille réelle, hein, elle fait 30 mètres. Donc, on est vraiment dans du vrai jeu agréable, hein, pas du tout dans des petits jeux de catalogue qui veulent rien dire, où les enfants, au bout de 2 minutes, ils se sont déjà ennuyés. Hein. Et puis la troisième brique qui vient aussi d'Espagne et qui marche très bien et qui est aujourd'hui en train d'être expérimentée à Barcelone avec Victoria Gasteiz, c'est les super manzanas qui sont un concept. Je reviens à ce que je disais avant sur la question de à quoi sert une rue. Est-ce que toutes les rues ont vocation à servir avant tout à de la circulation? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Aussi d'ailleurs pour des questions d'entretien, parce que entretenir des routes, ça coûte cher et on a de moins en moins d'argent pour le faire. Et donc la question de savoir si toutes les routes doivent servir avant tout à circuler, elle se pose. À Barcelone, en tout cas, ils ont décidé que non. Ils ont décidé qu'il y avait des routes qui avaient vocation à servir à la vie civique. Qu'est-ce qu'ils entendent par vie civique? C'est justement la rencontre, c'est la possibilité de donner aux seniors des espaces pour pouvoir être dehors et marcher à des vitesses raisonnables avec leur canne ou quand ils sont à mobilité réduite. C'est la possibilité pour des enfants de pouvoir passer du temps immédiatement en dessous de leur immeuble. Hein. Et donc, on est ici dans une logique où simplement on détend la maille. Au lieu de dire que toutes les rues servent à circuler, on dit une rue sur 4 sert à circuler. Donc, on fait des mailles de 400 mètres. 400 mètres en voiture, vous le sentez même pas, hein, c'est moins d'une minute. Vous avancez, c'est la rue suivante, vous tournez à la rue suivante, vous l'avez même pas senti. Mais du coup, ça libère ces rues et surtout, au centre, se libère du coup 16 hectares. 16 hectares, c'est pas rien, c'est beaucoup d'espace en fait, parce que sur ces mailles, 400 mètres fois 400 mètres, si vous voulez, ici au centre, du coup, se libère plein de rues qui du coup ont vocation à devenir des rues-places. Donc, des rues dans lesquelles on peut vraiment créer une ambiance, on peut vraiment donner de la place aux terrasses, au commerce, au pique-nique, à la vie, à la danse, que j'ai vu des concerts spontanés où les gens sortent avec leurs instruments dans la rue, se mettent à jouer, se mettent à chanter. C'est vraiment une ambiance très intéressante qui se crée là spontanément et les enfants évidemment trouvent leur place, les personnes âgées trouvent leur place, les familles trouvent leur place. Je pense que c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir simplement en osant dire pas toutes les rues servent à circuler. Il y a des rues qui peuvent servir à autre chose. Et je termine avec la ville biophilique parce que ça, c'est vraiment le futur. Ici, une image de Singapour avec les super trees, hein, qui sont des espèces de grands arbres, des structures en fait, hein, sur lesquelles poussent aujourd'hui des arbres accrochés. Hein, et je pense que évidemment, ça a l'air comme ça un petit peu futuriste, mais je les ai visitées en vrai, elles existent, hein, vous pouvez tout à fait marcher là-dedans. Et je pense que les villes du futur, évidemment, seront beaucoup plus comme cela, pour une raison claire aussi, qui a à voir avec le changement climatique et le fait que nous aurons beaucoup plus besoin de vivre dans des sortes de forêts urbaines que ce qu'on fait aujourd'hui, qui a été cette artificialisation totale de la ville et aussi cette manière de décider que la ville était faite pour des véhicules plutôt que pour des humains. Je pense qu'il y a maintenant une vraie prise de conscience du fait que la ville, elle est avant tout faite pour nous, les humains, et que nous sommes des humains qui pouvons bouger avec plein d'habits de vitesse. Nous en avons parlé tout à l'heure, mais les habits de vitesse restent des habits. On doit pouvoir se déshabiller et se remettre en t-shirt et marcher sur nos 2 pieds autant que possible et dès qu'il fait beau et dès que nous avons l'envie de le faire et le plaisir de le faire. Donc moi, j'encourage vraiment beaucoup les villes à reprendre, à se reconnecter à ces dynamiques de proximité, à ces dynamiques de rencontre et à cette envie de repasser nos week-ends, nos fameux 4000 week-ends, de les passer
au plus agréable dans notre propre ville, sans avoir besoin de nous évader, chercher du verre ailleurs, plutôt rester en ville. Et je termine avec cette petite phrase qui, me semble-t-il, est quand même extrêmement importante, c'est-à-dire que l'argent étant le nerf de la guerre, c'est bien sympa d'avoir des bonnes paroles et de dire que oui, oui, on fera des bonnes politiques, mais la question, elle est dans les lignes budgétaires, la question, elle est dans la PPI, la question, elle est dans où va l'argent. Et ça, je vous encourage, nous, en tout cas, en Suisse, on le fait beaucoup. Par exemple, la ville, quand elle publie, nous avons 2 pages entières sur les projets, finalement, qui sont acceptés au conseil municipal, et nous savons toujours où va l'argent. Et nous savons toujours si cet argent, il est investi dans des projets qui sont justement pour rendre la ville plus vivable, ou si cet argent part dans d'autres types de projets qui finalement ne sont pas spécialement des projets qui vont faciliter votre vie au quotidien et rendre vos week-ends plus agréables. Donc moi, je vous encourage à veiller au grain et surtout aussi à mettre la main à la pâte, vous-même, vous citoyens, et évidemment vos élus qui sont là et qui travaillent aussi dans cet esprit, hein, mais donc pour faire converger vision et budget pour qu'on aille vraiment vers cette ville marchable au quotidien. Vous êtes sur le bon chemin. Merci. Ça coupe un peu, ça. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité de participer à cette très intéressante discussion et merci pour ces beaux exemples. J'ai l'impression que vous avez déjà donné la solution à la problématique que je vais détailler ensuite. Et aussi, je trouve très important la conclusion que vous avez énoncée sur le financement, parce qu'on a pu le voir dans l'analyse des politiques sport-santé en France, que le financement, surtout durable, est un problème. Donc, on va commencer par la question, est-ce qu'on bouge suffisamment? Et du coup, pour vous faire participer un peu, je vais vous demander à ceux qui pensent ne pas bouger suffisamment de se lever. Et je vais le faire aussi, parce que même si je fais du fitness, je marche beaucoup, je passe beaucoup de temps assise au travail. Donc, je sens vraiment que je bouge pas suffisamment, et même si personne n'est debout, je crois que je suis pas la seule. Merci. Donc c'est un peu pour, en fait, on aurait dû tous se lever parce que ça fait du bien de couper les moments de sédentarité. Peut-être qu'à la fin de ma présentation, vous allez être un peu plus convaincus. Donc, on parle d'activité physique, mais aussi d'inactivité physique. Et on peut passer de ce cadre-là, avec trop de temps passé allongé, on va finir comme ça. Et pourquoi? C'est surtout parce que l'environnement il a changé et on l'observe, on passe beaucoup de temps devant les écrans, on passe énormément de temps assis, que ce soit au travail, que ce soit à l'arrivée de la maison, que ce soit avec les amis, dans les transports, on est toujours ou très souvent en position assise. Et encore pire, on est avec les écrans, donc pour le dos, pour le cou, c'est encore pire. Alors qu'avant, pour avoir un bon steak ou un bon petit pain sur la table, on devait faire ça pendant toute la journée, plusieurs jours par année. Maintenant, on a nos smartphones, on fait un clic et depuis notre canapé, dans tout le confort, on a des donuts, on a des steaks, on a des pâtes, on a tout ce qu'on souhaite, des glaces. Et ça, on le voit aussi dans les données que les emplois, les catégories professionnelles ont beaucoup changé avec le temps. Donc, il y a moins des personnes qui travaillent dans l'agriculture, l'industrie et le bâtiment. Il y en a beaucoup plus qui travaillent dans le tertiaire. Donc, ça veut dire toujours très souvent assis et devant les ordinateurs. Ce qui fait que depuis 200 ans, on bouge 10 fois moins en France
et pas que. Parce qu'on le voit aussi, les résultats de l'Eurobaromètre qui a été publié en début de cette année, que le rouge, donc c'est les personnes qui déclarent ne pas pratiquer une activité physique de façon régulière, elles sont presque à 50%. Et malheureusement, ce chiffre, il est en train d'augmenter, alors que le petit bleu foncé, il est en train de diminuer. Donc, c'est les personnes qui pratiquent d'une façon régulière. Donc là, il reste 7% en Europe avec un déclin de 1% par an. Donc, on est bien pour les Jeux Olympiques, et en France, il y aura personne qui va faire une activité régulière. Donc là aussi, on voit sur les pays la réponse à la question, est-ce que vous pratiquez une activité physique régulière? Donc la réponse non. Dans le rouge, c'est ça touche toute l'Europe et un peu moins les pays nordiques, mais c'est quand même un grand problème de santé publique. Et pour revenir à la France, on a les résultats d'une étude qu'on a fait avec l'IRMES et Attitude Prévention. Pendant 5 ans, on a mesuré avec des podomètres et des questionnaires le niveau d'activité physique chez les Français. Donc là aussi, on a vu que 3 Français sur 4 ne font pas les 10 000 pas, la recommandation de santé publique. Et seulement 1 Français sur 2 déclare pratiquer une activité physique. Bon, c'est très peu. Et comme on a fait ça sur 5 ans, on peut voir que le chiffre, il reste à peu près constant. Donc, il nous manque à peu près 30 minutes de marche tous les jours. Peut-être juste un petit mot là-dessus. Il y a une manière simple de gagner ces 30 minutes, c'est d'encourager les promenades après le dîner. Donc, travailler sur la ville la nuit, cette mesure toute seule ferait augmenter tout de suite ce taux, en tout cas d'un quart d'heure. Hein. On gagnerait tout de suite un quart d'heure si on facilitait aux gens la possibilité de se dire après le dîner, je sors encore un petit coup et je vais encore me balader un petit peu, je vais encore au parc et je sors encore 2 minutes avec mon enfant. Juste une petite aparté pour dire ça. Ensuite, donc on a mesuré la différence entre les femmes et les hommes et on a vu que les femmes marchent moins que les hommes. Donc c'est aussi une question à se poser, pourquoi ça c'est ainsi. On voit aussi que après 60 ans, pareil, le nombre de pas quotidiens diminue. Et ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est que plus on passe du temps devant les écrans, moins on marche. C'est parfois on fait les deux en même temps, ce qui est pas très bon. On a aussi vérifié pour moins de 30 minutes à pied, donc pour un trajet de moins de 30 minutes à pied, quel moyen de transport est utilisé. Et malheureusement, on a vu que c'est la voiture. Et ensuite la marche et le vélo, il apparaît en avant-dernier. Donc là aussi, c'est comprendre pourquoi on choisit la voiture. Est-ce que c'est la manque de temps? Ce qui est une des principales raisons pour laquelle on dit qu'on n'est pas actif. Est-ce que c'est parce que c'est pas agréable de marcher ou ainsi de suite. Et pour revenir, donc, on a aussi demandé, est-ce que vous connaissez les recommandations de santé publique? Donc là, on voit que avec les années qui passent, les gens sont de plus en plus au courant de ce qu'il faut faire, mais que ce qu'on a vu tout à l'heure, le chiffre, le nombre de pas ne change pas. Donc c'est là que l'environnement il intervient, parce que même les gens, s'ils savent, s'ils sont coincés dans leur environnement, avec les contraintes de tous les jours, ils vont avoir de mal à faire des changements. Donc pour revenir, pourquoi c'est important d'être actif? Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent maintenant que l'activité physique régulière est un facteur essentiel dans la prévention et le traitement des maladies chroniques. Et elle contribue aussi à la prévention des facteurs de risque comme l'hypertension, le surpoids et l'obésité. Elle est aussi associée à une meilleure santé mentale et à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être général. On a aussi démontré avec des études scientifiques que le fait de passer trop longtemps assis ou de pas être suffisamment actif est plus nocif que le tabac. C'est pas pour vous encourager à fumer, hein. Oui.
Et aussi, on a des études qui montrent que l'inactivité physique, elle est responsable de 6% des maladies cardiovasculaires, de 7% des cas de diabète de type 2, 10% des cas de cancer et 9% pour la mortalité prématurée. On a démontré aussi que le fait d'être actif, donc plus on est actif, plus on réduit le risque de mortalité prématurée. Et ce qui est très important, c'est que ceci se passe de la première minute. Donc ça, il faut pas dire j'ai pas le temps de faire 30 minutes de footing, même de sortir promener le chien. Déjà, il y a des bénéfices sur la santé. Il y a aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a un effet dose-réponse. Donc plus on est actif, mieux c'est pour la santé, tant que ça reste adapté à notre niveau. Donc pas commencer tout de suite avec un marathon, mais adapté au niveau où on est et augmenter petit à petit. Pareil, une étude qui a démontré qu'une heure de marche par semaine augmente de presque 2 années l'espérance de vie. C'est 100 week-ends en plus, hein. 104 pour être exact. Hein. Je reviens à mes 4000 week-ends. Hein. Vous voyez, ça vaut la peine. Hein. Et pareil, 7 heures de marche, c'est 4,5 années d'espérance de vie. Et c'est pas que seulement qu'on vit plus longtemps, mais on vit en meilleure santé et on est mieux. Donc pour conclure avec les recommandations, c'est des recommandations de santé publique internationale. Donc pratiquer 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée, donc ça veut dire qu'on est un peu essoufflé. Modéré, ça veut dire qu'on peut toujours parler, et élevé, on peut plus parler quand, par exemple, un jogging intense. Au moins 5 jours par semaine. Et ce qui est aussi important, c'est en évitant de rester 2 jours consécutifs sans activité physique. Donc ça veut dire que c'est mieux, s'il n'y a pas autre moyen, oui, faire plus d'activité physique le week-end, mais c'est mieux de faire un tout petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. Et les activités de la vie quotidienne comptent comme activité physique. Donc faire le ménage, promener le chien, faire de bricolage, tout ça compte dans ce comptage de nombre de pas. Et pour finir, c'est la nouveauté de vendredi, c'est le plan national vélo qui a été lancé. Donc c'est 350 millions d'euros sur 7 ans qui vont être investis dans des infrastructures, la sécurité, les incitations financières et la formation pour que les gens fassent plus de vélo en France. Bien, merci pour ces 2 exposés qui se complètent plutôt bien sur ce qu'on peut faire dans une ville et ce qu'on devrait faire dans une ville pour être en meilleure santé. Alors, je vais peut-être prendre juste 2 minutes pour nous ramener ici à Villeurbanne. Je vais peut-être répéter des choses pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure dans le Facebook Live, mais tant pis. Repartir du chiffre que vous donniez sur quand on fait un déplacement de 30 minutes à pied, 54% des Français finalement le font en voiture. Dans l'enquête ménage qui a été menée en 2015 ici sur l'agglomération lyonnaise et plus particulièrement les chiffres villeurbanais montrent qu'à Villeurbanne, 45% des déplacements se font à pied. Alors c'est peut-être pour ça que peu se sont levés tout à l'heure parce que ils marchent déjà beaucoup, je sais pas, mais 45% se font à pied, seulement 26% en voiture. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal, mais que nous devons. Alors, pour les vélos, je vois que quelqu'un fait le signe, c'est 2% des déplacements qui se font en vélo. Et c'est plutôt un bon chiffre, puisqu'on a quasiment doublé le nombre de cyclistes par rapport à la période précédente, qui était en 2006. Voilà, mais je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. On le voit dans les expériences qui ont été montrées sur le fait de rendre l'espace public à autre chose que la voiture, parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut qu'on sorte dans ce 21e siècle de ce qui était le paradigme du 20e siècle, du tout voiture, où le carburant était pas cher, où la voiture était un symbole d'émancipation, de liberté. Le 21e siècle ne sera pas comme ça. Et donc il faut qu'on le prépare aujourd'hui, que ce soit par des aménagements et aussi par des prises de conscience sur l'impact qu'a l'activité physique sur notre santé, à nous, individuellement, mais aussi sur la santé collective. Et quand je dis ça, je pense à l'environnement, à la qualité de l'air. Donc, je vais dire une banalité, mais on préserve plus l'air quand on marche ou quand on fait du vélo que quand on fait un déplacement en voiture. C'est évident, mais pas encore forcément pour tout le monde. Donc il va falloir répéter, je pense, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Sachant qu'à Villeurbanne,
peut-être tout le monde n'a pas ces éléments en tête, mais le déplacement moyen effectué par les Villeurbanais est de 2,1 km. C'est-à-dire que certains sont plus longs, mais beaucoup aussi sont plus courts. Et donc on peut aisément les envisager autrement qu'avec la voiture individuelle. Donc ça, c'est une prise de conscience qu'il nous faut avoir tous individuellement et qui se heurte, je crois, je le disais tout à l'heure, au poids des habitudes. Il nous faut, pour changer de mode de déplacement, il faut changer des habitudes et c'est souvent perturbant. Alors pour ça, comment on fait pour changer ses habitudes ? Il faut qu'on ait une petite incitation, qu'on y soit un peu poussé. Ça passe par exemple par ce qui est fait aujourd'hui sur l'agglomération et sur Villeurbanne en termes d'aménagement, de voirie, où on partage l'espace public différemment, où avant on avait 95% qui était dévolu à la voiture, aujourd'hui on donne un peu de cet espace aux autres usages. La marche à pied, le vélo, la végétalisation, dont on a vu, j'ai oublié le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, sur la ville biophilique. On n'est pas tout à fait à la jungle équatoriale au sein de Villeurbanne, mais on essaye de progresser parce que, effectivement, ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, mais ça rend l'espace public plus agréable. Ça donne envie plus facilement de se déplacer. Juste un ou deux chiffres, puis j'arrêterai là parce que l'intérêt c'est d'avoir un échange avec la salle. Sur les projets récents qui sont mis en œuvre sur Villeurbanne en termes de végétalisation, le projet C3, par exemple, c'est 134 arbres qui sont plantés, 1500 mètres carrés de bandes végétalisées, donc de végétation basse, ça représente 4 terrains de basket. Villeurbanne, c'est pas rien. Le cours Émile Zola, la deuxième tranche qui est en cours, c'est 3, je l'ai noté tout à l'heure, on passe de 140 à 228 arbres, plus 88 arbres. C'est en plus, en termes de végétation basse, 3100 mètres carrés de végétation, soit un terrain de foot supplémentaire. Donc vous voyez, alors on n'est pas sur la ville avec la forêt vierge, mais on progresse et ça nous aidera, je l'espère, à changer nos habitudes et à nous déplacer de plus en plus autrement qu'en voiture. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'après, si je commence à égrener tout ce qui est fait, on va y passer la soirée. Je ne sais pas sur la suite comment est-ce qu'on s'organise. Peut-être qu'on fait des questions dans la salle. Donc, je vous propose de prendre la parole. Il y a un micro qui va circuler, monsieur, pour la première question. Merci. Bonjour, Bernard Girard, je suis lyonnais et j'habite près du Rhône. J'ai pris le temps de venir à pied tout à l'heure, 3 km et quelques. Madame Lavadino disait qu'elle est venue de la gare à pied et qu'effectivement, la rue vous a un petit peu ennuyé. J'imagine que vous êtes peut-être venu par le cours Lafayette où il y a des travaux en ce moment. Mais enfin, quand même, il y a aussi la question, du coup, je rebondis sur les petites rues, non, les rues qui sont traitées à Barcelone. Je pense que dans un certain nombre de rues de Villeurbanne comme de Lyon, il y a des rues secondaires, il serait peut-être pas idiot de voir où passent les réseaux, et là où il y a des vides de réseaux souterrains, planter un arbre. Alors ça ne serait pas forcément aligné, ça plairait peut-être pas aux ingénieurs de la voirie, mais c'est peut-être déjà une solution pour donner un petit peu de verdure dans certaines rues. Je pense que ça serait bien peut-être que les élus appuient les ingénieurs pour ce genre de façon de penser les arbres. Deuxièmement, je ne me rends pas compte, quand 10 000 pas, ça fait... On met combien de temps pour faire 10 000 pas à peu près? 10 000 pas, ça dépend de votre foulée. Moi, oui, j'ai une foulée qui est plutôt courte, donc je fais 55 cm. Donc du coup, pour moi, c'est 8 km. Donc c'est quand même une bonne heure et demie. Ouais. Hein, et par exemple, pour des hommes qui ont des foulées plus longues, on est plutôt à 10 km, quoi qu'il en soit, comme ils marchent plus vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grande différence entre faire une demi-heure d'exercice physique par jour et faire 10 000 pas par jour. C'est pas la même jauge. Hein. Et je vous mets au défi de trouver des villes qui, aujourd'hui, favorisent le fait qu'on fasse 8 km ou 10 km à pied. Alors évidemment pas d'une traite, oui, hein, mais comme on vient de faire. Hein. Moi ce matin j'étais à Paris, j'ai fait, je venais de Lille, donc je suis arrivé gare du Nord. J'ai décidé de marcher sur le boulevard Magenta plutôt que d'aller avec le bus ou le métro. Quand je suis arrivé ici, j'avais le choix de prendre un bout de métro. J'ai décidé de pas le faire
Pourquoi? Je reviens aux incitations, parce que j'ai une petite montre qui me dit que je ne suis pas encore à mes 10 000 pas par jour, malgré le fait que j'ai déjà choisi 2 fois aujourd'hui de faire cette demi-heure à pied. Alors moi, pour moi, la limite, elle est claire, elle est effectivement à la demi-heure, c'est-à-dire que tous les trajets où Google me dit ça fait moins de 30 minutes, je prends, je vais à pied, et tous les trajets qui sont plus, généralement, je me dis, j'ai pas le temps, mais ça revient à ce que vous avez dit avant. En fait, on a la demi-heure, on l'a dédiée quoi qu'il se passe. J'ai de toute façon dédié une demi-heure. Soit je décide d'investir ce temps dans congestion, parking, recherche de parking, tourner en rond et puis aller plus vite sur le tronçon, je vais plus vite. Soit je décide de rester des heures assis dans un bus qui tournicote avant qu'il m'amène là où je veux aller. Soit je décide d'aller à pied et finalement, j'arrive assez directement là où je veux aller avec les oiseaux en prime si le chemin est intéressant. Mais je retiens votre proposition parce qu'elle me semble très intéressante. Il faut savoir que les dernières recherches sur le cerveau montrent que c'est pas uniquement pour les îlots de chaleur ou pour les petits oiseaux que c'est intéressant de planter. Notre cerveau est très sensible à la question de la proximité de cette verdure appropriable, et le fait qu'on puisse passer, les recherches sont assez intéressantes là-dessus puisqu'elles montrent que même un quart d'heure par jour passé dans de la nature, y compris de la nature en ville, modifie considérablement la manière dont votre cerveau va se reposer et être beaucoup plus créatif, et être beaucoup moins stressé. Et du coup, la manière dont on va pouvoir se ressourcer, hein, on a toujours su que la nature nous ressource, mais là, ces études sont beaucoup plus précises et montrent vraiment que ça change quelque chose dans nos cerveaux. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie valeur économique, bien entendu, elle est dans nos cerveaux. Donc, c'est aussi pour un territoire que d'investir là-dedans. Et je vous rappelle que, par exemple, le dernier siège d'Amazon inauguré au début de cette année à Seattle, ils ont planté 30 000 arbres. 30 000 arbres, alors très bien ce que vous avez fait, hein, et j'approuve, mais pour vous dire que Amazon n'est pas le genre de petit enfant de cœur qui planterait des arbres pour planter des arbres. S'ils le font, c'est que ils savent bien que, en termes de résultats globaux pour leurs employés, en termes de bien-être au travail et en termes aussi de ce que ça peut changer en termes de attractivité pour leurs employés. Et Amazon aujourd'hui recherche dans un des critères pour le choix du nouveau siège. Donc il y a 50 villes aux États-Unis qui sont en compétition pour voir qui va gagner. Un des critères est le critère de la végétalisation. Donc ça pour vous dire que c'est un vrai investissement aujourd'hui qu'une ville fait. C'est évidemment tout d'abord déjà un cadeau, un vrai cadeau pour ses citoyens, mais c'est aussi un investissement dans le futur et un investissement dans son attractivité future. Planter un arbre, ou en l'occurrence 30 000, je vous encourage en tout cas à y aller, pas avec le dos de la cuillère, et à faire des efforts beaucoup plus systématiques pour végétaliser. C'est vraiment le futur. Merci pour votre idée que je retiens, qui est très bonne. Juste un complément pour répondre aussi à la question directement de planter là où il n'y a pas de réseau, finalement, comme vous le dites. Alors, c'est beaucoup plus modeste que Google. On n'est pas dans les 30 000 arbres, mais c'est un peu ce qu'on a commencé avec la métropole sur Villeurbanne dans le cadre du plan de stationnement. C'est-à-dire que le plan de stationnement, on est parti de l'idée que ça libérait de la place, globalement, et qu'à certains endroits, on pourrait planter des arbres, mais y compris là où on a des réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, à Villeurbanne, on les a fait construire en les surélevant. Et c'est comme ça qu'on a pu planter un peu plus d'une centaine d'arbres. C'est pour ça que je dis que c'est plus modeste que Google. Mais là où il y avait avant du stationnement, parce qu'on l'a libéré grâce au plan de stationnement. Là, je rebondis sur ce que vous dites. Quand il y a des réseaux, une autre chose qui serait peut-être possible, je ne sais pas quelles sont les contraintes juridiques ou autres, c'est éventuellement planter des bacs avec de la terre arable et inviter les riverains qui sont intéressés à jardiner ce petit bac de terre arable. À Montréal, ils le font même sans les bacs. Ils viennent simplement, les services de la voirie viennent, ouvrent les trottoirs, comme vous avez vu là sur les ruelles vertes là, et puis les gens de la rue peuvent planter sans autre en fait. Et à Paris, ils le font de plus en plus aussi avec cette opération dite permis de végétaliser. Hein, je suis encore passé là aujourd'hui,
puisque je marchais justement devant 2-3 jardins de ce type. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. J'imagine que vous avez aussi l'équivalent ici à Lyon, Villeurbanne. Et je suis assez en faveur de cette appropriation par les citoyens de ces espaces finalement qui justement permettent le jardinage en plein air, permettent ces mouvements du corps qui sont des activités physiques sans même qu'on le voie, hein, en discutant avec vos voisins, en vous promenant un petit peu, simplement un petit moment de détente et ça fait vraiment la différence sur la somme au quotidien, sur les fameux 365 jours, ça fait une différence, quoi. Bonjour. Je rebondis sur la conclusion de la première intervention, qui est que améliorer la marchabilité de la ville, c'est avant tout une question de choix d'investissement. Si vous voulez, j'ai une méthode qui permet à la fois d'améliorer la marchabilité et de faire rentrer de l'argent. Ça s'appelle verbaliser le stationnement gênant. Et puis, puisqu'on est à Villeurbanne, je dirais qu'il y a encore un petit peu de marge sur ce plan-là, à titre d'euphémisme. Merci. Oui, quand Genève a décidé d'agir sur cette question du stationnement, en une année, nous avons engrangé 17 millions. Avec ces 17 millions, on en a pu faire des choses, hein. C'était assez intéressant de voir comment tout d'un coup, ça a fait rentrer effectivement beaucoup d'argent dans les caisses. Évidemment, aujourd'hui, comme les gens ne sont plus du tout aussi, ils sont devenus beaucoup plus disciplinés et rentrent plus autant de millions, hein. Mais c'était en tout cas une action qui était nécessaire à un moment donné parce que les amendes généralement restent à un niveau qui est très bas, hein, et nous pour obtenir ces résultats, comme je le disais avant, on les a triplés, on a installé des différenciations très fortes dans les endroits où c'est vraiment important que les piétons puissent traverser, puissent passer, puissent séjourner. On a vraiment une politique très forte de dire là ces espaces sont des espaces pour les gens, pour les humains. Et ces espaces-là, faut pas pousser. Là, c'est pas pour les véhicules. Et donc, on a été vraiment très clair et on a même mis en place une police express pour faire ça, quoi, pendant un moment, hein. Et je pense que j'aime aussi bien la technique de Pontevedra. À Pontevedra, il y a tout un contrôle social, hein. Les gens eux-mêmes, en fait, comme je vous disais avant, hein, les gens peuvent rester 15 minutes, mais qui contrôlent, hein. Et en fait, eux, ils passent régulièrement, ils ont aussi des systèmes avec des caméras automatiques et autres, et en fait, de temps en temps, quand ils sentent que ça se relâche, parce que tous les 2-3 ans, les gens reprennent un peu des mauvaises habitudes, eh ben, ils refont avec intensité de la prévention et ils font des sortes d'amendes bénignes, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une amende, mais vous n'avez pas besoin de la payer, mais la prochaine, vous devrez le faire, et ainsi de suite, et ça aide les gens à rester et à se rendre compte aussi, mais je reviens à ce que je disais au début de mes interventions, c'est que la nature a horreur du vide. Laisser de l'espace vide, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que automatiquement les gens vont vouloir l'utiliser pour du stationnement. Et si vous voulez vraiment que ça change, c'est pas en combattant le stationnement ou les incivilités, c'est en occupant la rue avec des vrais usages, c'est en mettant des gens assis et même éventuellement couchés sur les fameux hamacs, ou que sais-je, ou alors... Oui. En termes de bruit, vous dites, pour les habitants? Excusez-moi, je vais m'en aller après, promis. Je vais m'en aller parce que je suis indécente. Mais je n'en peux plus de vivre dans cette ville où on ne peut plus marcher sur les trottoirs, parce que les terrasses sont envahissantes, parce qu'il y a du trafic de shit. Alors ils nous gênent pas vraiment, les gens qui vendent leurs petites cams, mais c'est très désagréable et ça génère du stress. Et comme vous l'avez dit, quand on est stressé, on n'est pas très heureux. Vous aimez boire et manger dans la rue, et ben eux aussi, ils adorent ça. Et puis ils nous laissent toutes leurs cochonneries derrière et on n'en peut plus. Et la nuit, il y a du bruit, et le jour, il y a du bruit, et il y a des voitures. Nous, on est arrivés, on a traversé le passage piéton, nous étions sur un trottoir assez large, une voiture est arrivée en face de nous, nous étions toutes les deux, ma fille et moi. Et ma fille dit, mais gentiment, hein, monsieur, est-ce normal? Il lui a répondu quoi? Je m'en bats les couilles, casse-toi.
La semaine d'avant, c'était pareil, une petite remarque à un monsieur garé à moitié sur le trottoir, à moitié sur la rue. Une petite remarque, c'était quoi? Nique ta grand-mère sale pute. Donc vous voyez, je crois que tout ça, vous pouvez pas faire grand-chose. Moi, je crois que la solution, ça va être les citoyens qui vont la trouver. Parce qu'effectivement, il n'y a jamais de solution. Moi, j'ai proposé des idées sur Facebook, j'ai pas eu de commentaires, je sais pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'à la mairie, moi j'ai des idées, j'en ai plein. J'aimerais que monsieur Velière me dise, madame, venez, on va parler. Plus calmement, parce que là, effectivement, je suis agacée. Je suis émue, parce que cette ville, je l'ai aimée. Ça fait 24 ans que je suis là. J'ai choisi de vivre ici. Et puis, on m'a aussi dit qu'il y avait de la misère à Villeurbanne. Moi, j'ai eu une vie modeste aussi. Et c'est pas pour autant que je suis dégueulasse, et c'est pas pour autant que je suis irrespectueuse. J'ai élevé ma fille. J'ai eu plein de bonheur dans cette ville, mais moi aussi, maintenant, je me demande combien de temps je vais tenir. Voilà, j'ai fini, et je m'en vais, parce qu'effectivement, je suis indécente. Alors, je vais peut-être, avant que vous partiez, quand même vous donner un ou deux éléments, parce que vous dites, vous invitez à discuter, on se connaît, on s'est déjà vu, on a déjà eu l'occasion d'échanger, vous le savez très bien. Mais je vais repartir du propos de monsieur, parce que finalement, plus à vous, c'était un peu à moi qui s'adressait quand même, sur le stationnement gênant. Mais je poursuivrai après. Juste pour donner un chiffre, parce que c'est quand même aussi intéressant de savoir ce qui se passe. Sur Villeurbanne, en 2017, on a fait, alors je parle pas du stationnement payant, hein, 29 335 contraventions pour stationnement gênant. C'est trottoir, c'est je sais pas, un passage piéton ou que sais-je. 29 335 sur l'année 2017, soit 88 par jour. Si on fait les calculs un peu comme le nombre de week-ends dans une vie. C'est pas, peut-être pas assez, mais ce n'est pas rien non plus. Et pour vous dire, j'ai juste essayé de terminer, d'aller jusqu'au bout, pour vous dire que cet argent, vous parliez finalement de budget que ça pourrait dégager. Vous savez, c'est une amende pénale qui ne revient en aucun cas ni à la ville ni à la métropole, mais à l'État. Et donc, qui ne revient pas, qui n'est pas réinjecté directement dans les aménagements qui pourraient être faits pour améliorer la marche dans la ville, la circulation cyclable. Mais en revanche, c'est effectivement un sujet, le stationnement gênant, qui a été pointé, je l'ai dit tout à l'heure dans le Facebook Live, assez fortement lors des tables citoyennes. Hein, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'opération demi-mandat, où nous avions fait le choix de donner la parole aux citoyens qui le voulaient dans différents quartiers. Et ils ont à plusieurs reprises exprimé cette demande d'être plus ferme sur la question du stationnement gênant. Donc, une des raisons, c'est aussi pour ça que nous sommes en cours de recrutement de 6 policiers municipaux supplémentaires sur l'année 2018. Alors, pas que pour le stationnement gênant, hein, c'est pas la seule raison, mais et nous en recruterons très probablement encore l'année prochaine. Donc, ça permet de répondre un peu à votre question, même si on n'en récupérera pas un centime, mais c'est pas forcément le plus important. Et puis, suite à cette interpellation forte lors des tables citoyennes, comme vous le savez très certainement, c'est la métropole de Lyon qui gère les budgets pour les aménagements de voirie. J'ai demandé à la direction de la voirie de la métropole de Lyon, même si Madame Lavadino n'est pas tout à fait d'accord avec le concept, d'intensifier l'installation de mobilier anti-stationnement sur les trottoirs. J'ai en tête un certain nombre de rues, je pense par exemple à la rue Camille Coquelin, où on a fait verbaliser à de multiples reprises, et pour autant, il y a toujours des véhicules qui se garent. Alors, à un moment, moi, je me demande comment font ceux qui se font verbaliser à 135 €, parce que c'est ça, l'amende en 2016 est passée de 35 à 135 €. Elle a été multipliée quand même assez considérablement. Mais quand même, il y a toujours des véhicules qui continuent à se garer. Donc, plutôt que d'essayer de vider un océan à la petite cuillère en faisant de la verbalisation, j'ai demandé à la métropole qu'ils intensifient, qu'ils aient un programme plus poussé sur l'installation de piquets et de barrières. Nous verrons bien ce que ça donne, hein, mais c'est un moyen d'y répondre. Après, sur le reste, sur la question de l'occupation de l'espace public par des populations que vous déplorez, madame, bon, c'est un peu un autre sujet dont on aura l'occasion de reparler. Là, on est plus sur la marchabilité et les mobilités, mais vous savez très bien que je suis à votre disposition pour en parler. Bernard Verdier, Villeurbanne et AQC, vous savez très bien, monsieur Vullière-Mouchabit, vous le savez très bien, le plus souvent possible en Touraine. Je veux rebondir sur tout ce qui a été dit, entre autres, libérer de la place. Vous avez libéré de la place de stationnement, effectivement, mais les voitures, on les retrouve sur le trottoir. Et alors, vous parlez de piquets, d'installer des piquets, ça ne sert strictement à rien, puisque vous savez très bien que sur la petite place, la rue Ernest Renan, cours Émile Zola, les piquets, ils sont enlevés systématiquement. J'ai des photos que je vous remettrai, où vous voyez, ça coûte une fortune de remettre des piquets, il faut trouver un autre mobilier, parce que je ne sais pas s'ils ont des 4x4 ou s'ils s'amusent le soir à démonter.
les piquets, mais ça ne sert strictement à rien ces piquets, ou alors il faudrait peut-être les enterrer sur 3 mètres de profondeur. Or, après, il y a le métro. Voilà. Mais ça, je vous en ai parlé au mois de juin. On s'est rencontrés au mois de juin et rien n'a été fait. Durant l'été, il n'y a plus de piquets. Maintenant, ils sont garés sur la grille du métro. J'attends la grille de ventilation. J'attends qu'il y ait une voiture un peu lourde qui tombe dans le métro. Ça serait très intéressant. Ah bah oui, mais on en est là. Et puis alors, vous avez parlé aussi des bandes végétalisées. Alors c'est vrai qu'il y a eu des bandes végétalisées sur le Coré Zola du côté de QC-Flaché. C'est une intention très louable. Ça a été propre un moment. Mais je me demande si c'est pas plutôt des poubelles que des espaces verts. Pour que tout le monde entende, parce que monsieur, répondant au piquet, disait qu'il faudrait planter un arbre. Ça pourrait être une idée, non mais pourquoi pas, sauf que on en revient à la question de tout à l'heure, c'est qu'il y a un métro juste en dessous, et donc ça devient compliqué de planter un arbre. Vous avez dit qu'on pouvait sortir le soir et on aurait bien aimé pendant la canicule sortir effectivement nuitamment, comme ça se fait dans la plupart des pays chauds. Et justement, ce qui a été signalé, les bandes au centre-ville, notamment bandes de dealers, de trafiquants de fausses tablettes, de fausses pochettes Vuitton, etc., qui assiègent le centre-ville depuis pratiquement 6 mois et qui en sont actuellement à vous injurier si vous les regardez ou si vous ne faites que marcher au lieu d'aller vous asseoir sur la place Lazare-Goujon avec d'autres personnes de votre âge. Eh bien, c'est un manque de tranquillité, un manque de sécurité qui est fondamental dans la ville. Et il y a cet aspect humain qu'il faudrait absolument régler et rapidement, sinon ça va dégénérer. Et ça a déjà, ils occupent aussi des places de stationnement ils mettent les voitures, ils ne payent pour ne pas payer, ils mettent quelqu'un dedans en permanence et ils font marcher les clignotants. Et donc, ça évite, et notamment en tête de rue de l'avenue Henri Barbus à l'angle de la place devant la mairie. Et cet aspect-là est fondamental. On a besoin de sécurité à tout âge d'ailleurs. Hein, c'est pas même les personnes jeunes. C'est pas seulement les personnes âgées, mais on aimerait bien pouvoir sortir comme on faisait avant dans Villeurbanne, il y a quelques années où c'était beaucoup plus tranquille. Et c'est pas que ces personnes-là n'ont pas le droit d'occuper l'espace public comme d'autres, mais de ne pas s'agglutiner, empêcher le passage et salir en permanence l'espace public aussi par des déchets et mobiliser les bancs aussi, où il y a très peu de bancs en pierre mais ils sont très agréables, où des personnes qui ont parfois du mal à marcher ont besoin d'aller se reposer un peu. Et là, vous avez 4 dealers qui sont assis en train de fumer leur joint. Et c'est quand même très pénible. Je pense que ça, ce serait à régler rapidement si c'est possible. Alors, sur le sujet, je ne sais pas, vous parliez de vendeurs de tablettes et de faux Vuitton. Il ne faut pas hésiter, quand vous constatez une infraction, à le signaler aussi à la police, la première chose. La deuxième, je le disais tout à l'heure, la ville recrute 6 policiers municipaux supplémentaires. Ce n'est pas que pour le stationnement gênant, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pour gérer des questions de tranquillité. Nous en recruterons encore, là où les problèmes que vous signalez sont aussi du ressort de l'État et de la police nationale, et que nous prenons notre part peut-être plus largement que ne le fait l'État sur cette question. Puisqu'en parallèle, ça ne vous a pas échappé, notamment sur ce secteur, nous avons installé des caméras de vidéosurveillance pour ces questions de tranquillité, et que honnêtement, sur cet été, comparé à des étés passés, en tout cas sur les doléances qui nous sont remontées et sur les plaintes constatées, les choses ont été quand même bien différentes et bien en dessous de ce qui a pu être constaté par le passé. Et je pense que vous qui habitez dans ce quartier, vous avez pu aussi vous en rendre compte. Il y avait monsieur Gascoin là-bas. Oui, Yves Gascoin, association Les Droits du Piéton. Donc je vais faire un bref commentaire sur ce qui a été dit sur le stationnement gênant. Je serai moins sévère que les personnes avant moi. Ce sujet était le principal sujet de notre association pendant 20 ans, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans. Nous avons d'ailleurs obtenu des résultats, et le résultat le plus général et national, c'est enfin que le PV pour stationnement gênant sur trottoir, sur passage piéton, est passé d'un prix ridicule, 35 €, qui remontait à une trentaine d'années,
à un prix européen. Maintenant, on est au prix européen, donc 135 €. Voilà. Donc, nous constatons quand même que ça a eu à l'espace d'une seule année des résultats quand même très sensibles. Maintenant, évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ne reçoivent pas les PV, il y a des fausses immatriculations, il y a des immatriculations qui sont temporaires. Je donne dans mon quartier, j'ai une voiture qui est immatriculée en immatriculation temporaire au Portugal, et la date porte la date de fin de validité, et la fin de validité de cette voiture, c'est septembre 2009. Donc voilà 10 ans que les contraventions qu'on peut mettre à ce monsieur ne arrivent jamais, puisque la voiture n'est plus immatriculée au Portugal, et comme ça. Voilà. Bon, vous avez des exemples comme ça pour frauder. Je terminerai par un exemple radical. Il y a une entreprise qui se situe pas très loin d'ici, en limite de l'Union de Villeurbanne, qui s'appelle Téléperformance, je crois, qui fait et qui a une cour intérieure avec du stationnement de ses salariés. Ils n'arrivaient plus à régler ça avec du stationnement abusif partout. Je passe aujourd'hui et je vois que la cour est à peu près vide. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'entrée, ils ont mis un panneau. Nous avons, pour le stationnement non autorisé, des sabots. Et nous vous avertissons que nous mettons des sabots et nous bloquerons les voitures qui sont en stationnement non autorisé. C'est une méthode qui a été pratiquée également aux Pays-Bas. C'est radical parce que ce qui gêne le conducteur, c'est pas l'amende. Dans certains cas, il la paiera jamais, il est insolvable, etc. La voiture a été volée, que sais-je encore. Bon, il y a des tas de façons de passer à côté. La nuit, il n'y a plus de police parce que les dérapages sur stationnement, c'est la nuit. Voilà. Mais ce dont a horreur le conducteur, c'est de voir sa voiture immobilisée. Parce que là, il est démuni. Il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, à mon avis, on doit faire un pas dans ce genre, hein, c'est-à-dire les confiscations de plus en plus nombreuses pour les infractions graves, et non pas seulement les amendes et les immobilisations. Bon, j'ai terminé avec ce bref commentaire-là. Ma question maintenant pour les conférencières, c'est celle du rayon d'action du piéton. Un commentaire quand même à Lyon, nous sommes pas si mauvais. Souvent, les comparaisons se font sur le vélo, parce que le vélo est beaucoup plus dynamique. Donc, vous trouvez des tas de sondages, le classement vélo, etc. Donc, en gros, Lyon est à la 5e place. Les cyclistes lyonnais, évidemment, et les piétons aussi qui aiment le vélo, comme notre association, voudraient que ça soit mieux. Mais quand on prend la somme, cette fois, piétons et vélo, eh bien, figurez-vous que Lyon remonte dans le classement parce que sa position piéton, dans le centre-ville, bien sûr, je pense Lyon-Villeurbanne, hein, disons, est bonne et même excellente. Voilà. Donc, je voudrais pas noircir le tableau. Et elle progresse, hein, elle continue à progresser. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Le gisement de progression, le déplacement des piétons ont été axés dans les études, dans l'urbanisme, dans les écoles, etc. On enseignait 400 mètres. 400 mètres. Au bout de 400 mètres, le piéton était fatigué. La vitesse usuelle, c'est 70 mètres à la minute. Donc, au bout de quelques minutes, il était fatigué. Le déplacement standard, c'est une demi-heure, que ce soit quel que soit le moyen, etc. D'ailleurs, vous l'avez indiqué, quand vous avez indiqué 2 km à Villeurbanne, vous êtes en plein dedans. C'est précisément une demi-heure à pied. Voilà. Donc, il y a un gros gisement à prendre pour les déplacements au-delà de 400 mètres, qui sont les déplacements kilométriques, voire 2 km. 2 km, comme je l'ai dit, c'est une demi-heure. Et pourquoi y a-t-il si peu de déplacements? Parce que le public n'en a pas la pratique. Donc, il a été habitué, disons maternel, il a été habitué à prendre les relais, que sont les transports en commun, la voiture, etc. Et il ne connaît pas les distances. Quand on interroge, on est quand même très surpris de voir que les gens surévaluent, mais énormément, le temps qu'il faut pour aller à 2 km. C'est une demi-heure, ils vous répondent 3 quarts d'heure, quoi, couramment, quoi, voilà. Alors, ma question, je terminais, ma question est la suivante, après quelques digressions. J'ai une réputation d'être bavard, mais enfin, je m'arrête là. Comment faire pour développer dans le public l'idée suivante, aller à cette distance-là? Eh bien, essayez, et vous verrez que c'est beaucoup plus court et même moins fatigant que vous pensez. Vous arriverez en forme, vous aurez l'esprit libre pendant le parcours. N'oubliez pas que la marche, c'est le seul mode pendant lequel vous pouvez réfléchir pendant le parcours. Vous n'êtes pas obligé d'être attentif.
sauf aux traversées, bien sûr. Mais entre deux traversées, vous pouvez laisser vagabonder vos esprits, votre esprit. Vous pouvez traiter vos affaires, vous pouvez faire vos lettres, vous pouvez faire vos déclarations d'amour, tout ce que vous voulez, et vous êtes libre. Voilà. Ce n'est pas vrai pour aucun autre mode. En vélo, vous êtes obligé d'être attentif. Voilà. Voilà. Et alors, encore un mot. Aujourd'hui, notre préoccupation principale, notre gêne principale, ce n'est plus le stationnement sur les trottoirs, c'était dit, ou les passages piétons, c'est la circulation des vélos sur les trottoirs. Voilà. Il y a quelque chose à faire là. Voilà. Sur la question du budget temps, je pense que votre remarque elle est intéressante et il y a un vrai potentiel effectivement à passer du 500 mètres qui est aujourd'hui un peu généralement la manière dont on planifie pour les piétons, c'est-à-dire qu'on essaye et on sait que ça là-dessus, effectivement la grande majorité des trajets de 500 mètres ils se font à pied et là il y a pas de discussion. Mais je pense que la vraie question elle est dans les trajets entre 1 km et 2 km, où là, il y a effectivement un vrai potentiel. Et les villes qui ont beaucoup travaillé sur cette question, je pense à Bilbao notamment, on a aussi fait beaucoup d'efforts à Zurich sur ce tronçon exact, donc qui est effectivement, qui va du quart d'heure aux 25-30 minutes, et vraiment un travail crucial que les villes doivent faire si elles veulent gagner en part modale. Mais j'attire votre attention sur le fait que vous avez déjà beaucoup gagné en part modale. Vous avez déjà 14% de moins de la voiture. Mais qu'avez-vous fait pour reconquérir cet espace qui du coup est gagné, cet espace-temps, hein, parce que donc tous ces véhicules qui ne circulent plus, c'est de l'espace-temps gagné. Et une des raisons, je reviens à madame qui se plaignait de ces incivilités, je remarque effectivement une recrudescence de certaines incivilités, aussi peut-être, c'est mon hypothèse, hein, je la mets au débat, parce que les automobilistes aujourd'hui, un peu comme les fumeurs il y a quelques années, se sentent plus minoritaires qu'à une époque où ils avaient finalement tout le droit de la route et tout le droit d'être partout, et certains automobilistes, bien entendu, pas tous, restent dans une attitude un peu du style « je suis encore quand même le roi et je peux encore tout faire partout ». Et je pense que, contrairement peut-être à il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui on ose s'exprimer. On ose, comme vous faites madame, faire une remarque. On ose dire « mais non, c'est pas normal ce que vous faites ». Et donc il y a une discussion au niveau sociologique, là je parle en tant que sociologue, anthropologue, plutôt sur la question de ce changement culturel qui est compliqué, qui reste complexé et compliqué à accepter pour certaines personnes. Et la question pour moi va être, et c'est pas simple parce que c'est vraiment tous ces frottements du quotidien où tous les jours on doit, et là-dessus la ville, la responsabilité de la ville, elle est dans clarifier l'environnement, clarifier les situations pour clarifier les priorités et être clair aussi sur le fait qu'à un moment donné, le point de bascule, il est fait et qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables du point de vue sociétal. On ne peut pas être en insécurité sous prétexte qu'on partage l'espace et comme vous disiez, madame, précédemment, on ne devrait pas devoir changer de trottoir quand on passe devant certains bancs parce que certaines populations se les approprient trop. Maintenant, on a aussi effectivement le droit à la rue, le droit à la ville, tout le monde là, et la question, elle est plutôt pour moi, comment on fait pour renormaliser la situation du point de vue des règles sociales. Et une des manières de faire ça, notamment sur les questions de sécurité, c'est vraiment de remettre des publics très diversifiés dans la rue. Donc plus vous aurez des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes, bref, plus vous aurez plein de gens dans la rue différents, et plus vous normalisez, entre guillemets, les situations. Et aussi la question de l'espace, vous l'avez dit, vous n'avez probablement pas assez de bancs. Il faut dire aussi qu'on a aujourd'hui des usages beaucoup plus intenses. La ville de Berne, je reviens à la question de la propreté, a dû mettre une 3e tournée à l'heure de midi, et Dieu sait que les Bernois sont des gens organisés, hein. C'est pas qu'ils vous laissaient plein de détritus dans la rue, ils mettaient, j'ai des photos magnifiques là-dessus, que malheureusement je n'ai pas ici dans ce PowerPoint, ils mettaient
tous les petits paquets de nourriture qu'ils mangeaient, comme ça tenait pas dans les poubelles, bah, ils les mettaient comme ça, très organisés les uns sur les autres à côté de la poubelle, vous voyez. Mais parce que simplement, il y a aujourd'hui, les études qui ont été faites dans les villes, il y a peu d'études là-dessus, mais celles qui existent montrent que on mange beaucoup plus souvent à l'extérieur, on boit beaucoup plus souvent à l'extérieur que ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière. Et c'est pas que les gens mal élevés qui laissent des détritus dans la rue, c'est de manière plus globale une intensification forte des usages de la rue et des usages de l'espace public pour faire des choses qu'on ne faisait pas tant dans les années 80. Et pour moi, c'est plutôt un bénéfice, mais il faut aussi que ça suive du point de vue de la propreté, il faut que ça suive du point de vue des passages dans la rue. Et nous, on a par exemple on a aussi beaucoup de problèmes de dealers, alors à Genève, on en a plein. On a fait un truc radical, c'est qu'on a mis nos policiers à roulettes, à patins à roulettes. Et ça, c'était super parce que du coup, ils sont tout le temps dans la rue, tout le temps sur les trottoirs carrément. Et au lieu de se balader en voiture, ce qu'ils faisaient avant, ils sont maintenant beaucoup en patins à roulettes, à vélo. Ils donnent l'exemple, je ne sais pas si chez vous c'est le cas, ils sont à vélo. Mais le patin à roulettes, notamment dans les parcs et notamment sur les places, donne une proximité très forte ça a vraiment résorbé beaucoup le problème parce qu'ils passaient très souvent du coup et ils sont constamment là et aussi avec une proximité plus forte, un œil plus aiguisé, on va dire, que celui qu'on peut avoir quand on est en voiture ou même à vélo. Donc moi, je vous encourage aussi à faire comme à Pontevedra et à beaucoup plus être réactif effectivement et à signaler plus quand on a des problématiques. Parce que vous l'avez dit, madame, et vous avez raison, quand un espace public cesse d'être agréable et qu'on commence à l'éviter, quand les gens comme vous et moi commencent à l'éviter, commencent à changer de trottoir et commencent à aller par d'autres côtés, ça crée un effet de contagion qui fait qu'au bout de quelques mois ou quelques années, on aura plus de peine à récupérer l'effet. Il faut agir tout de suite et agir d'une manière aussi peut-être plus festive, plus intense, dans laquelle on amène de nouveau beaucoup de public et surtout beaucoup d'enfants et de personnes âgées dans ces secteurs, parce que ça, généralement, ça va aussi diminuer un peu l'effet désagréable de ces autres populations. Mais c'est pas simple à trouver l'équilibre. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention tous les jours et une présence aussi très forte de médiation avec ces personnes qui peuvent parfois nous rendre nos parcours désagréables. Vous aviez une question? J'ai vu votre main. Encore qu'il puisse passer sur les trottoirs, car actuellement un fauteuil roulant ou une personne âgée avec un déambulateur ne peut même pas passer sur le trottoir, une poussette non plus, une maman avec son landau non plus. Voilà, on en est là. Je voulais juste répondre à comment est-ce qu'on redonne goût à la marche. Alors bien sûr, il faut redonner goût à la marche au quotidien et se rendre compte des distances. Juste pour mettre en évidence ce qu'on essaye de faire à Villeurbanne, on organise de la marche accompagnée dans la ville. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont notamment très éloignées de la marche, qui n'ont pas les conditions physiques, qui pensent ne pas avoir la condition physique pour pouvoir marcher. Et on a 3 groupes de marche. On en a un groupe dans le quartier des Brosses, un dans le quartier de Cusset, et puis on en a un qui dépend de 2 établissements pour personnes âgées. Et on voit que redonner confiance dans je suis capable de marcher. En effet, 400 mètres, c'est pas compliqué. 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et puis après, on refait la distance le lendemain, le surlendemain, et on redécouvre la ville. C'est vraiment il y a une forme de pédagogie à avoir, de dire je suis capable, c'est reprendre confiance en soi, reprendre confiance aussi dans la ville, et puis un peu redécouvrir la ville. Parce que finalement, si on prend la ville que par les très grands axes de circulation, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais une ville, c'est fait aussi de plein de rues secondaires, où là, il y a moins de bruit, il y a plus d'ombre, et c'est comment est-ce qu'on redécouvre la ville dans cet environnement-là. Donc on a des groupes de marche, donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est tous les jeudis à 14h aux Brosses, arrêt tramway les Brosses, donc c'est gratuit, et puis le lundi matin à 9h à Cusset, départ du parc de la Commune de Paris.
Et je voulais aussi ajouter pour aider les citoyens à mieux estimer les distances à pied, il y a la signalétique. Si je me souviens bien, il y a l'école de santé publique qui a même fait un guide sur ces thématiques pour montrer, voilà, pour les principaux repères de la ville, ça prend autant de temps à pied, ce qui est très pratique. Et pour les plus tech, il y a aussi Google Maps qui fait des estimations très, très pratiques. Oui, bonsoir. Je représente une association de défense de malades, invalides et handicapés. Et je suis là pour les représenter correctement ce soir. Donc, eux, ce qu'ils expriment, c'est un grand danger sur les trottoirs. Ils osent pas sortir parce qu'il y a des trottinettes, il y a des rollers, il y a des vélos, toutes sortes de choses. En plus, il y a des horaires où on peut pas circuler parce que Monsieur Morales le dit. Après 8 heures du matin, c'est pas possible, l'oxygène, elle manque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des choses comme ça. Beaucoup de... Bon, les trottoirs aussi, moi, pour des raisons de santé, je suis obligée de marcher le matin, donc je marche de 6 heures à 7 heures du matin. Mais les trottoirs, depuis quelque temps, on va dire 1 mois ou 2, et même pendant les vacances, sont dégueulasses. Les poubelles sont ramassées que partiellement. Les trottoirs ne sont pas lavés. Les rues ne sont pas très bien lavées non plus. Donc, marcher dans ces conditions-là, pour raison de santé, ça ne doit pas être trop recommandé. Et on peut pas quand même tous aller marcher au parc de la Tête d'Or ou au parc de la Fessine. C'est un petit peu loin quand même pour des gens à mobilité réduite. Hein. Voilà. Et donc, je m'excuse. C'est peut-être un petit peu agressif, mais moi, je représente une association au national, à la région, au Grand Lyon, à Villeurbanne, et donc j'exprime les ressentis que les personnes m'ont demandé de représenter. Voilà. Je vous remercie. Sur les trottinettes, tout ça, vous voulez dire un mot? Pour moi, il est clair que les trottoirs que nous avons aujourd'hui ne sont pas dimensionnés par rapport à l'intensité que nous faisons de ces trottoirs. Quand vous dites, quand on a vu ici que vous avez plus 6% de marche, eh ben, mécaniquement, on aurait dû rajouter plus 6% de trottoirs, ce que j'imagine que vous n'avez pas fait. En tout cas, c'est généralement pas quelque chose qu'on fait automatiquement. Mais la question, elle va au-delà de ça. Il faut pas oublier que quand on marche souvent avec des accessoires, des choses qui peuvent être lourdes. On marche avec, on occupe en fait un espace qui va bien au-delà des normes. Hein. Les normes en Suisse, je connais pas bien les normes en France, mais les normes en Suisse disent que chaque personne occupe 60 cm. C'est absolument pas vrai. Les gens, aujourd'hui, déjà, par le fait même qu'on est plus gros que ce qu'on était il y a 50 ans, on occupe plus d'espace, même quand on est tout seul. Et dès qu'on bouge, on occupe plus d'espace. Et dès qu'on a ne serait-ce qu'un sac à main ou un sac à dos ou un sac de course, bah, vous avez plus d'espace. Si vous avez une poussette, vous avez vu comme les poussettes sont devenues beaucoup plus grosses qu'avant, vous occupez de l'espace. Les gens occupent beaucoup plus d'espace qu'avant sur les trottoirs, et quand on marche à plusieurs et qu'on discute, vous êtes en famille, vous êtes avec des amis, l'espace du togethering, comme on appelle ça, le fait de marcher ensemble, est un espace qui est large. Hein, je veux dire, on occupe de la place. Et plus les gens ont du plaisir à marcher en ville, et plus la ville offre des beaux espaces pour marcher, plus l'espace nécessaire est grand, augmente. Et c'est pour ça que je vous disais avant, et j'insiste, on n'aura pas de solution si on reste dans une approche où on morcelle tous les morceaux pour justement, vous l'avez dit madame, arriver à gérer l'accueil des trottinettes électriques, des solo wheels, des gens qui ont justement toutes sortes d'accessoires, les gens à mobilité réduite, toutes les personnes qui ont besoin d'espace. Nos trottoirs sont de plus en plus petits alors qu'on est de plus en plus nombreux et diversifiés à marcher dessus. Et par ailleurs, nous avons des chaussées qui sont pas toujours occupées au plein de leur capacité, en tout cas par rapport à l'époque où elles ont été conçues dans les années 60, où on pensait vraiment que le tout voiture allait être le truc du futur, quoi. Et il y a un moment où il va falloir recalibrer tout ça. Ça passe par
reconquérir des trottoirs beaucoup plus larges. Aujourd'hui, la norme reste bien en deçà de ce qu'on devrait faire pour que ce soit vraiment confortable, mais ça passe aussi peut-être, comme on le disait avant, par reconquérir des rues entières et des places, notamment les rues qui amènent à des places importantes, à des parcs, à des lieux où il y a beaucoup de personnes âgées, où les gens veulent justement sortir, comme vous le dites aussi, pour des raisons de santé. Donc là, il y a une stratégie à mettre en place au niveau des villes, au niveau des communes, et je pense qu'on va y venir, mais c'est quelque chose qui est encore, il y a encore une révolution des mentalités, et nous sommes aussi, faut reconnaître, nous en tant que citoyens, y compris dans ce type de réunion, les premiers aussi à pas vouloir que ça change. C'est-à-dire, il faut aussi reconnaître qu'on est un peu nous-mêmes les fesses entre deux chaises, parce que d'un côté on veut que ça bouge et qu'on ait plus d'espace, et d'un autre côté, quand on est nous-mêmes au volant, on veut continuer à rouler, quoi. Et on est tous un peu schizophrènes sur cette question. Mais après, la question, elle est, est-ce que je peux accepter justement que je vais faire quelques mètres de plus, et est-ce que la réponse, elle est aussi dans l'élasticité de la marche. Si nous sommes tous disposés, chaque demi-heure que nous avons devant nous pour un déplacement, à plutôt le faire avec nos deux pieds ou avec la marche augmentée par des petits engins électriques ou des accessoires qui se développent de plus en plus, c'est aussi tous ces temps où nous ne choisirons pas d'être en voiture. Donc, au fur et à mesure, nous-mêmes, par nos propres changements de comportement, nous allons nous-mêmes amener cette culture. Mais c'est un choix de chacun, mais c'est aussi évidemment des conditions environnementales. Et là, je me tourne quand même vers la ville, parce que là, il y a une responsabilité que nous avons, c'est de faire en sorte que cette architecture des choix, elle soit facilitée. C'est de faire en sorte que votre choix à vous, quand vous sortez de la maison, ce soit la marche par défaut. Et pour ça, c'est clair, les questions essentielles liées à la propreté, liées aux odeurs, liées à la capacité de la ville lisse, ça doit être toutes des questions qui doivent être remplies. Ces conditions doivent être remplies. Ça doit être agréable. On ne doit pas être toujours dans une lutte pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. C'est clair. Alors, je pense quand même que on a aujourd'hui... C'est une mouvance. Il ne faut pas oublier que nous avons, pendant un siècle entier, travaillé dans l'autre sens. Donc maintenant, j'espère que nous ne prendrons pas un siècle entier pour refaire ce que nous avons fait. Mais la question, elle est plutôt, est-ce qu'on peut accélérer le mouvement? Et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Mais vous êtes peut-être au point inconfortable. 45% de marche, c'est un point inconfortable, un point de tension. Un peu comme ce qu'ils ont eu à Amsterdam quand ils ont atteint le 30% de vélos. C'est un point où l'infrastructure existante n'arrive pas à accueillir les marcheurs. Donc maintenant, il va falloir décider. Vous êtes à Bilbao, ils l'ont décidé, ça. Et ils ont dit, nous, clairement, c'est pour les piétons. Et aujourd'hui, ils ont 70% de marcheurs, 70%. Donc le double, presque, de ce que vous avez. Et ça a été fait parce qu'à un moment donné, le point de bascule, il est atteint. Et ils ont vraiment pris l'engagement de se dire, maintenant, on se marie avec nos marcheurs et on divorce, d'une certaine manière, des modes plus motorisés. Donc ça, à un moment donné, c'est un peu la question, finalement. Il y a un moment où on ne peut plus vivre dans une demi-mesure et où on doit vraiment prioriser les investissements qu'on fait. Donc, je vous sens, vous les citoyens, en tout cas au niveau de Facebook Live et aussi au niveau des remarques qui ont été remontées aujourd'hui, avec une vraie gêne au niveau du partage de l'espace. Donc, je pense que là, on sent aussi, c'est les signaux faibles justement qui disent, là, on attend ce point de bascule et il va falloir accélérer le mouvement, quoi, si je peux dire. Oui, alors Dominique Balanche, moi je suis élue en charge des ressources humaines et la qualité du service public, mais aussi j'ai habitante de cette ville et j'ai une situation professionnelle où je dirige un établissement de résidence autonomie pour les personnes retraitées. Et le sujet de la mobilité, c'est quelque chose que je porte depuis très très longtemps, puisqu'on avait créé un service de mobilité mode doux, le cyclopousse, vélo-taxi pour les personnes à mobilité fragilisée. Et c'est vrai que l'équilibre entre le coût économique d'un service
la capacité aujourd'hui, on va dire globalement, à pouvoir financer de nouveaux services, c'est très complexe. Et on se rend compte aussi que c'est pas toujours la meilleure prévention non plus d'avoir recours à des outils qui sont des aides à la marche. Et donc on a retravaillé beaucoup sur cette question-là lorsque le cyclopousse a trouvé sa fin de son existence au bout d'une presque 10 ans de fonctionnement, à reprendre le principe de se dire, et ça c'est le travail aussi que fait la ville en direct, c'est moi je suis repartie d'un contexte de me dire, au lieu d'apprendre, au lieu de donner du poisson, on va reprendre la base, c'est on va apprendre à pêcher. Et puis, comme vous le dites souvent, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Et donc, le travail qui est fait depuis 1 an, c'est de remettre les gens en confiance avec du coaching individuel. Parce que la problématique, c'est lorsqu'on n'a pas repris confiance à sa propre marche, alors on n'y va pas. Donc, il y a un gros dispositif qui est mis en place avec du coaching individuel, des groupes de travail collectifs, et aujourd'hui, avec en parallèle sur les autres quartiers, on développe la marche, la marche quotidienne avec des bénévoles de quartier. C'est-à-dire qu'on a des gens très jeunes retraités ou pas. Mais on va dire des gens qui n'ont pas une obligation d'être actifs tous les jours avec une mission obligatoire, d'être disponibles pour accompagner les autres et à créer des balades urbaines qui donnent du sens, de la rencontre, de l'échange, de la parole. Et l'enjeu qu'on a mis là avec 35 résidents et 4 bénévoles, c'est de faire ce réseau de marcheurs. Voilà, ouvert à tous, avec des destinations programmées. L'important aussi, ça va être d'avoir les ressources pour communiquer. Parce qu'aujourd'hui, on a ceux qui sont connectés, mais il y a aussi les non connectés. Et je trouve que pour la marche, peut-être le meilleur outil, c'est de savoir où, comme il y avait les pédibus, c'est de se dire d'avoir, il y a des lieux de rassemblement, des lieux, des plateformes de départ à la marche. Et je trouve ça très intéressant de les développer pour se dire, on sait que tous les mardis matins, ça part de tel endroit, tous les mercredis, tous les jeudis. Et moi qui fais beaucoup de plongées, lorsqu'on a fait une belle plongée, on note sur son carnet la profondeur, ce qu'on a vu. Et je pense qu'il est grand temps qu'on remette en valeur nos marches urbaines. Beaucoup d'utopie, mais beaucoup de plaisir aussi à le partager avec les autres. Et j'invite vraiment les résidents ou les habitants, tous ceux qui ont envie de jouer ce partage de l'espace, parce que si on lui donne du sens, si on lui donne de la convivialité, si on lui donne un objectif de partage, je pense qu'on va pouvoir aussi reprendre un peu de place par rapport aussi à des incivilités, comme vous le dites, et à redonner de l'échange intergénérationnel dans l'espace public, qui est notre bien commun. Voilà. Merci. Alors, je vais jouer un rôle qui est celui du maître du temps, parce que je viens d'apprendre que, comme c'est diffusé sur Facebook en live, il y a une limite technique. Fait qu'au-delà de 2 heures, ça coupe. Et les 2 heures arrivent à échéance dans 5 minutes. Donc, il nous reste 5 minutes pour clôturer cette conférence. Une dernière, mais Monsieur Tin fera synthétique. Bonsoir. Effectivement, je suis relativement synthétique en général. Daniel Tin de la Ville à Vélo, Villeurbanne. Alors, je suis peut-être légèrement en décalage parce que c'est essentiellement la marche, mais je suis marcheur, cycliste et aussi automobiliste. Donc déjà, j'aimerais réagir sur les vélos sur les trottoirs. Je suis pas du tout favorable, nous ne sommes pas du tout favorables, mais pourquoi il y a des vélos sur les trottoirs, hein? La plupart des gens que je croise et je leur dis, mais allez en vélo au travail quand il y a 3-4 kilomètres, ils me disent, mais j'ai peur de la voiture, j'ai peur. Donc je prends le métro, je prends la trottinette ou autre. Et des fois, on est obligé, la bande cyclable s'arrête sur un pot de fleurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et le nombre de voitures qui sont arrêtées sur les bandes cyclables, mais je parle pas, c'est la folie. Cour-Émile Zola ou d'autres, maintenant qu'il y a les bandes cyclables, c'est merveilleux pour les scooters. Il y a les scooters, ils doublent les voitures par la droite et les vélos, on est en fumée. Bon, ça c'est une chose. Alors, objectivement,
il faut quand même, en tant que piéton, c'est vrai qu'on peut avoir peur quand il y a des vélos, il y en a qui foncent sur les trottoirs. Ceci dit, malheureusement, il y a 2 ans, par exemple, il y a eu un accident mortel d'un cycliste à la Doua. C'était une voiture, à un rond-point. Il y a 2-3 ans, il y a eu un accident mortel d'un piéton dans le 6e Courviton-Garibaldi à cause d'une voiture. Je crois pas trop avoir entendu des accidents mortels par des vélos. Mais bon, il y en a certainement. Mais bon, pour dire que c'est quand même pas, à mon sens, le danger principal. Ce que j'attends aujourd'hui, parce que je vois sur la photo 350 millions d'euros sur 7 ans, ça c'est le gouvernement. La métropole a des millions aussi pour les déplacements vélos piétons. Excusez-moi, c'est bien, c'est mieux que zéro, mais c'est du pipi de chat. Quand on voit qu'il y en a qui veulent mettre 1 milliard pour l'A45 Lyon-Saint-Étienne, ou qui veulent mettre des centaines de millions, des milliards pour rajouter des autoroutes et encore plus de voitures, bon, faut voir le juste milieu. Alors, ce que j'aurais attendu des politiques, la Villeurbanne ou la métropole, c'est je dirais, c'est des objectifs, des engagements, même peut-être pas trop coûteux. Par exemple, on va aller vers une zone 30 sur toute la ville. Il y a des villes qui le font. Et 30 km à l'heure, comme ça, tout le monde peut se croiser. Là, ça devient une ville apaisée. Un autre engagement fort qui est facile, qui pourrait être pris, quand vous allez à l'étranger, en Espagne, en Suisse, en Norvège, partout, le piéton, il est devant un passage protégé, la voiture, elle est à 80 à l'heure, elle s'arrête, elle pile. En France, en ville, quand vous avez alors le passage protégé, appelez-le comme vous voulez, mais le piéton qui est sur le trottoir qui veut passer, la voiture ne s'arrête pas. Ben, c'est ces messages qu'il faut faire passer. La voiture s'arrête, elle respecte les piétons, les cyclistes. Hein, c'est ça. Ça, c'est simple. Et respect, stationnement, trottoir, bande cyclable. Alors que le Viva qui est sorti là il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, l'article sur les modes doux, il est très bien. Mais qu'est-ce que je retiens finalement? Une belle photo, un vélo sur le trottoir. C'est pas faux. Mais bon, un minimum, vous auriez pu mettre aussi une voiture sur un trottoir. Voilà. Il se trouve que l'article, justement, était pour illustrer le fait de ne pas rouler en vélo sur les trottoirs. Donc, c'est logique que la photo montre cela. Alors, plutôt qu'il y ait un dialogue qui s'installe dans la salle, parce qu'il reste vraiment qu'une minute, hein, si j'ai bien compris. Oui, non, mais c'est toute la question, je pense, fondamentale, et je le dis en 30 secondes, du nombre de cyclistes qui est en augmentation, et que plus il y aura de cyclistes sur nos voiries, hein, plus ils seront en sécurité, je pense, parce que l'effet de masse fait qu'ils seront mieux respectés, notamment par les automobilistes, et qui pourront plus facilement occuper leur espace. En tout cas, c'est notre objectif de faire en sorte. Alors, les aménagements sont pas encore parfaits, mais parce qu'on avance. Je pense qu'ici à Villeurbanne, on atteindra les objectifs du plan mode doux d'ici à 2020. Donc c'est déjà une progression, et que c'est ça qui fera qu'on aura plus de cyclistes et qui pourront occuper l'espace qui est le leur plus facilement que ce n'était hier et que ça ne l'est encore aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas qui fait la conclusion ou si je m'arrête là. Je vais vous remercier quand même pour ces échanges qui étaient diffusés en Facebook Live. J'ai particulièrement remercié nos intervenantes qui ont fait, je pense, qui ont éveillé un certain nombre de questionnements, enfin en tout cas, je pense pour nous élus et pour vous aussi en tant que citoyens, et que ce sont des sujets qui restent encore à explorer, à avancer dans l'avenir. Voilà, merci. Je sais que certains d'entre vous pouvez poser des questions, mais malheureusement, techniquement, ça n'est plus possible. Merci. Bonne soirée.